Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 214 du podcast Jean Actu. On a été très heureux de vous retrouver pour votre débrief du mardi avec Raoul Villeroy à ma gauche qui a encore des problèmes d'ordinateur. Bonjour Raoul. Mais non, pardon, bonjour, c'est le son du podcast qui se lance sur mon ordi. Grégory Richard est là aussi. Bonjour Grégory. Bonjour messieurs. Camille Sarabin est à la technique. Bonjour Camille. Bonjour. On dit aussi bonjour aux gens ou aux animaux que tu peux héberger dans ta barbe désormais. Quelle violence. Qui sont probablement cachés quelque part. On vous rappelle d'abord que le podcast Jean Actu du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris avec ses soirées Game On tous les dimanches. Cette semaine, Raoul sera là. Yes, dimanche. Venez tous. En maître de cérémonie. À partir de 18h où il y aura des choses à vous faire gagner. Et puis 19h évidemment, c'est les matchs avec le Red Zone notamment. Et puis toute la soirée Happy Hour, Beer Bucket et tout ça et tout ça. L'AFC West complètement relancé, la NFC en ébullition, tous les matchs de la semaine décortiqués, c'est le programme évidemment du mardi. Le top et les flops, vos questions et la présentation du match du jeudi. Mais avant ça, Camille, breaking news. Musique qui fait peur. Pourquoi ? Breaking news. Parce qu'on a une grosse actu. Mais il a changé ce jingle, c'était pas ça ? Oui, il a changé. Ah oui, on ne peut plus le mettre avec le... D'accord, ok. Donc, breaking news, celui-là il fait un peu plus BFM qui fait peur, tu vois, on dirait qu'on va parler de la neige dehors. C'est ça. Tu vois, c'est une grosse actu quoi. Ben McAdoo et Jerry Reese sont virés, moins de 2 ans pour Ben McAdoo et 10 ans pour Jerry Reese. C'est le grand ménage du côté de New York. Messieurs, on va analyser un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc, il y a eu la rumeur dimanche avant le match. Comme quoi Ben McAdoo pouvait être viré dans les 24 heures à venir. Il a perdu, il a donc justifié ça. Le mec avait, en gros, on lui avait presque dit dans les presque. Il serait resté. Je sais pas. En tout cas, il aurait sauvé sa tête au moins une semaine. Ouais. Je pense pas qu'il le vire. Ils auraient viré Reese de toute façon. Ils allaient pas garder. Oui, non, mais bon. En tout cas, le fait est qu'ils sont virés. On peut dire que c'est une bonne chose de fait. Et que c'était logique, même si on est en cours de saison. Ce sera arrivé, je pense, en fin de saison de toute façon. Donc, je sais pas trop si c'est une. Il y a vraiment une stratégie derrière tout ça. S'ils vont vraiment tenter de voir ce que va donner Spagnuolo sur les 4 derniers matchs, puisqu'il a été nommé coach intérim dans la foulée. On sait que son passage chez les Rams, ça n'a pas été mémorable. Donc, oui, Spagnuolo, c'était pas un miracle non plus chez Rams. Je crois qu'il a 10 victoires, 38 défaites ou quelque chose du genre. À Saint-Louis. Ouais. Non, mais ils vont pas le garder. Enfin, je pense que c'est juste l'intérim. Ils vont sûrement vouloir. En tout cas, ça paraît logique. Cette saison a été une catastrophe du début à la fin. Ben McAdoo semblait complètement imperméable à toute forme de critique, à toute forme d'autocritique aussi. Donc ça semble quand même relativement mérité. Je pense que là-dessus, on est à peu près tous d'accord. Ça peut être assez évident. Par contre, pour Jerry Reese, est-ce qu'il y avait plus de questions à se poser ? Ça faisait 10 ans qu'il était là. Il a quand même construit 2 équipes. Alors, aidé à construire parce qu'il arrive vraiment là sur l'année où il gagne le premier Super Bowl, mais il était là en tout cas pour le premier Super Bowl d'Eli Manning avec le helmet catch et tout ça, et il aide à construire l'équipe qui en regagne un quelques années plus tard. Est-ce que pour lui ça se discutait un peu plus ? Il y a peut-être une volonté des Maras, donc les propriétaires de la franchise, de renouveler complètement l'image tellement elle a été écornée cette année. C'est vrai que Reese a eu du succès, il gagne ces 2 Super Bowls là et il fait un très beau parcours avec les Giants et avec Eli Manning. Mais bon voilà, peut-être qu'il y avait une volonté de changer tout ça et d'insuffler une nouvelle dynamique en repartant du début. Je suis globalement d'accord, tu le soulignais, il arrive dans le sillage dernier à Corsi, je crois, qui était le general manager précédent. C'est possible. Et c'est vrai que, alors, certes, c'est pas lui qui a totalement construit l'équipe championne en 2007, mais il a eu quand même cette capacité à réussir aux côtés de Tom Coughlin à renouveler aussi cette escouade, notamment en défense, aller chercher des joueurs comme Jason Pierre-Paul, qui à l'époque était clairement un pari pour relancer un pass rush, qui perdait Michael Strahan, qui perdait Justin Tuck, qui perdait aussi Umenyiora. Il y a eu quand même cette forme de continuité.
Après, c'est vrai que ce qu'on peut peut-être lui reprocher, c'est cette espèce de dogmatisme sur pas mal de secteurs. C'est Le clair. secteur des running backs, des linebackers, qui ont souvent été le talon d'Achille, on va dire, des Giants ces dernières années. Et c'est aussi en ça qu'un changement, ça fait pas forcément du mal. Alors, je vous préviens, messieurs, je viens de voir sur le live, puisque donc, vous pouvez nous écouter en podcast, mais vous pouvez nous regarder en live aussi, que Raphaël Masmejean vient de se connecter pour regarder ce qu'on dit. Ok. Donc, C'est génial. Ce départ, c'est génial. Voilà, je sais que beaucoup de Bah, gens il est attendaient content, la réaction je de pense, Raphaël. hein. Il pouvait pas être avec nous ce mardi. Il était assez content quand mais il est l'a plutôt appris. content. hein. Oui, il nous a dit je vais aller en réunion heureux, puisque la nouvelle a été annoncée vers 17h. Je crois il avait une réunion à 18 et il était heureux comme tout. La grande question qui se pose quand même, messieurs, maintenant, c'est justement, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on donne les pleins pouvoirs à un grand coach GM? Est-ce qu'on essaie de reconstruire un truc avec un tandem qui s'entend bien? Il y a quelqu'un qui nous a la remarque sur le chat, justement un peu à la façon San Francisco, où on a pris un tandem un peu jeune, où ils s'entendent, où ils veulent créer quelque chose. Est-ce qu'on prend un vieux de la vieille et on lui donne un grand rôle, un peu comme ce que fait Tom Coughlin à Jacksonville, toute proportion gardée du coup, puisque c'est un ancien de chez eux, puisque j'ai vu le nom de Bill Polian circuler, Ancien notamment des Colts. oui, ancien des Colts, 7 fois élu 7 fois dirigeant de l'année, j'ai découvert ça. Rien que ça. Voilà, mais donc est-ce qu'on prend quelqu'un comme ça et qu'on lui donne tous les pouvoirs? Qu'est-ce que vous privilégiez, vous, si vous êtes à la tête des Giants, dont on rappelle quand même qu'ils sont quand même une franchise historique, avec un certain passé, un certain standing qu'ils essaient de préserver en tout cas? Donc on les voit mal de prendre un coach un peu flamboyant, j'ai C'est envie New de York dire. quand même. T'as un marché important. Donc tu peux pas non plus prendre n'importe qui. Ben McAdoo, au final, c'était pas une signature flashy. Hein. Oui, mais tu vois que finalement ça n'a pas payé. Non, mais là aussi, c'était clairement une question de continuité. C'était le coordinateur offensif pas Steve Spagnuolo, de Tom Coughlin, merci. Et donc voilà, c'est peut-être à ce niveau-là aussi où on se dit, bon, globalement, ça a fait l'affaire. Les Giants restaient sur une bonne saison offensivement, avec l'éclosion notamment de Del Beckham. On a voulu faire confiance à McAdoo, ça n'a pas fonctionné. Je pense quand même, le départ de McAdoo a un gros rapport avec l'image qu'avaient les Giants. Parce que, voilà, passer à côté de la saison, ça peut arriver, mais c'est vrai que tout ce qui s'est passé autour, le folklore dont tu parlais tout à l'heure, c'était pas forcément une bonne chose pour l'image. Je pense qu'il va vraiment falloir un nom quand même assez clinquant. Alors, concernant le head coach, concernant le general manager, j'ai pas d'idée vraiment arrêtée là-dessus. Peyton Manning. Oui, enfin, Bah, qu'il voilà, suggère, et ça, on j'y sort crois pas du quelques tout. noms Moi non comme ça, plus, je crois parce pas qu'il y a non son plus. frère, Surtout, ce serait rigolo. Mais surtout ça reste si là il reste en quarterback, ce qui est encore loin d'être sûr parce qu'il y a des rumeurs avec les Jaguars notamment. Mais honnêtement, voilà, peut-être un nom un petit peu clinquant. J'ai du mal à voir qui pouvait aller chercher. J'aurais bien mis pièce sur éventuellement Pat Shurmur, le coordinateur offensif des Vikings, sachant qu'il y a une connexion avec Spagnuolo. Ça aurait permis de le garder en coordinateur défensif. Maintenant, avec Spagnuolo qui va devenir head coach, ça m'étonnerait que s'il n'est pas conservé en fin de saison, il reste, on va dire, assistant du nouveau head coach en question. Et alors, tu as lancé un nom très important, c'est celui d'Eli Manning. Qu'est-ce qu'on fait aussi avec Eli Manning, qui est sous contrat pour la saison prochaine, on le rappelle? On essaie d'en tirer quelque chose. S'ils veulent plus continuer avec lui, tu essaies d'en tirer quelque chose. Maintenant, est-ce que moi je serais les Giants, j'essaierais de le garder parce que je pense qu'il est quand même meilleur que ce qu'ils ont en réserve. Et tu sais, On n'en sait rien. Ils ont drafté Davis Webb, ils l'ont pas testé jusqu'à preuve du contraire. Alors, il y a un décalage, je pense, entre en effet la valeur intrinsèque de Manning actuelle et le traitement médiatique de sa mise sur le banc. C'était très symbolique, la fin de la série, etc. Après, dans les faits, c'était quand même pas choquant. C'est quand même pas choquant de vouloir voir autre chose quand on a un mec de 36 ans qui a l'air quand même relativement cuit. Moi, selon moi, ce qui a plus posé question, c'est le fait de titulariser Geno Smith, plus que de tenter, on va dire, autre chose, ou en tout cas de voir un petit peu, de tenter de préparer l'après Eli Manning éventuellement. Voilà, ça fait maintenant 14 ans qu'il est dans la ligue, si je me trompe pas. 2004. Enfin, voilà, je veux dire, 13 ans. Enfin, on l'a dit, Big Ben qui a été drafté la même année, lui aussi, il est sur le déclin. Il n'y a rien de honteux au bout d'un moment à avoir des baisses de performance, même si là, en l'occurrence, cette année, il n'a pas de jeu au sol, il a des receveurs qui sont tombés les uns après les autres, il n'a pas de ligne offensive. Mais bon, voilà, il n'y a rien de déshonorant là-dedans. Vous pensez qu'il part à la fin de l'année ou pas? Je pense qu'il n'a pas trop apprécié le traitement qu'il a reçu. Il va sûrement vouloir aller voir ailleurs. Je pense aussi. Ouais. Jaguars ou Browns. Browns, qui va les foutre aux Browns? Je sais pas. Relancer la franchise. Non, il est déjà cuit. Il faut vraiment une situation où il soit. Ça me paraît un spot assez intéressant parce que, outre la connexion avec Coughlin, il y a un quarterback jeune
et qui pour l'instant n'est pas exceptionnel. Donc au pire, ça peut éventuellement mettre un petit coup de pied aux fesses de Bortles. Ouais. Donc sur le moyen terme, on va dire, ce ne serait pas un pari si ridicule que ça. Il y a un autre débat à avoir, mais qu'on a eu un peu. Il y a eu beaucoup de débats sur le statut légendaire, pas légendaire d'Eli Manning ces derniers temps, etc. Même le statut de Hall of Famer. Moi, je trouve que c'est un vrai bon débat à avoir. Vrai. Est-ce qu'on se garde ça pour le débat putaclic d'un jeudi à venir? On peut. Je pense que ça c'est peut pas faire bête, quelque chose. Eli Manning est un Hall of Famer. Ça peut faire du clic et puis ça peut faire du débat parce que je suis pas. Il y a des bons arguments dans les deux sens. Ouais, il y en a vraiment dans les deux, en l'occurrence, à mon avis. Bon, voilà pour le point Giants. Donc, allez, un petit pronostic quand même sur ce qui s'annonce. D'ailleurs, je vous ai dit, Eli Manning va ailleurs, selon vous. Après, si vous êtes le coach, donc vous le laissez partir aussi. Ouais. Si vous êtes le nouveau coach embauché. Oui, parce que juste encore une fois, tu prends j'imagine son état d'esprit et tu te dis qu'il va peut-être pas vouloir se donner à fond l'an prochain. Très bien. Donc, qui vous embauchez? Qui on embauche? Si vous êtes John Mara, le patron des Giants. Je t'ai donné un nom, Pat Shurmur, ça se tente. Ouais, ça se tient. Pat Shurmur. Oui. Tu veux pas faire j'avais parlé de nom clinquant. Il va nous ressortir sans Jim Harbaugh. Ouais, mais justement, voilà, ils sont très conscients de leur image, ils veulent une image lisse, etc. Ils embaucheront jamais Jim Harbaugh. Enfin, moi, j'y crois pas une seconde. John Gruden, j'y crois pas une seconde. Autant qu'il se tire sur la nouille à l'antenne sur ESPN lundi soir à dire ouais, je ne dirais peut-être pas non, mais peut-être que si. Lui, il a vraiment un problème quand même en termes d'ego ou d'avoir envie de se faire reluire parce que franchement, à chaque fois qu'il y a un nom, je ne ferme pas la porte. Qui sait? Non, en fait, je ne veux pas. Ça va, on a compris. Je pense que le mec en parle lui-même, tu vois, de toute façon. C'est lui qui lance la Comme rumeur. il est à l'antenne tous les lundis, je pense que c'est lui-même qui dit vous avez vu, il y a un poste qui s'est ouvert chez les Giants. Et tout le monde dit alors, John, ça vous plairait? Non, alors je sais pas si c'est un nom clinquant, mais en tout cas, c'est un nom qui revient assez régulièrement aussi. Tu peux tenter Chris Richard, le coordinateur défensif des Seahawks. Ouais. Et Matt Patricia des Patriots. T'es intéressé ou pas? Non, mais tu veux pas plutôt le coordinateur offensif des Seahawks? Camille veut refourguer son coordinateur offensif. Les auditeurs parlent de McDaniels aussi, Josh McDaniels. Ah oui, en termes de construction, et c'est vrai qu'il a un passif assez intéressant. Ouais. C'est vrai que lui, sa saison de head coach, elle était reluisante. C'est très flou pour moi, la recherche à venir là, pour les Giants. Moi, je m'attends à peu près à tout. Je sais pas trop ce qu'il y a de dispo. Et puis alors GM encore moins, parce que GM, ils peuvent te sortir tout le monde. Enfin... Après honnêtement, moi je trouve que l'avantage de lourder le coach maintenant, c'est aussi que ça leur donne un coup d'avance par rapport aux autres équipes parce qu'ils vont pouvoir commencer à chercher dès maintenant. Voilà pour la page actu. C'est parti pour les affiches de la semaine et il y a du lourd. La FC West est complètement relancée. Les Chiefs étaient déjà loin devant, mais non, les voilà rejoints. Une seule victoire sur leurs 6 derniers matchs et ils se retrouvent à égalité avec les Raiders et les Chargers en tête de la division. On va revenir sur tout ça, messieurs, et on va commencer par le Jets Chiefs. 38 pour les Jets, 31 pour les Chiefs. Alors la bonne nouvelle pour Kansas City, c'est qu'ils ont enfin marqué plus de 10 points. Ça faisait 3 matchs qu'ils n'avaient pas fait. La mauvaise, c'est qu'ils en ont pris 38. Alors d'abord, il faut rendre hommage aux Jets quand même. Impeccable, pas perdu de ballon, 488 yards. Ils ont fait le boulot. Josh McCown mène bien cette attaque. C'est une belle surprise de l'année par rapport à ce qu'on attendait. Oui. Après, ceci dit, les Chiefs se sont quand même sacrément tiré une balle dans le pied dans ce match. À coup de pénalité, Enfin, ça a quand même été très très laborieux. Et surtout, on a eu la full Andy Reid expérience, je pense, avec mauvaise gestion du chrono, 11 courses pour 33 passes. Voilà. Et dans un match où ils menaient 14-0 après 5 minutes. Ouais, le chrono, ils ont porté 11 ballons au sol contre 33 passes dans un match où ils menaient 14-0 au bout de 5 minutes. Moi, c'est ça qui me... Oui, c'est plus lui qui appelle les jeux. Choqué, Oui, bah écoute, il garde de l'influence visiblement. Parce que... Mais et tu l'as dit, ils ont 42 minutes de possession sur ce match, les Jets. C'est peut-être eux aussi qui ont fait déjouer, qui ont forcé les Chiefs à jouer à la passe parce que finalement ils reviennent très vite à 14 partout dès la fin du premier quart. Hyper vite, hein. Et du coup à 14 partout fin du premier quart, tu sais pas trop quoi faire, ils repassent un peu devant. Il y a Sturgeon en fin de match. T'attends d'une équipe qui veut jouer les playoffs et dont on parlait même à un moment pour la suprématie dans la FC que l'expression ils savaient pas trop quoi faire n'apparaisse pas trop dans les résumés de match en semaine 13. Non mais c'est vrai que c'est ce qui est encore plus étonnant. Alors comme tu le disais, l'attaque a enfin retrouvé son niveau de début de saison.
pas toute l'attaque, parce que ça reste quand même un jeu, je trouve, un peu stéréotypé, où on balance des longs ballons, un coup sur Tyreek Hill, un coup sur Travis Kelce, et c'est vrai que, bon, là ça fonctionne parce que le backfield en face est un peu débordé en termes de vitesse, mais ça fonctionnera sans doute pas tous les week-ends. Mais à quel point la défense des Chiefs tombe en déconfiture également, ça fait un peu peur. C'est l'autre chose, la stat qui fait mal, 13 sur 20 autorisés sur troisième tentative. Ouais, ça c'est incroyable. 13 sur 20. Du coup, c'est mention assez bien quand même. C'est ce qu'a forcé les Jets. Enfin, ils se sont dit, ça passe, on va jouer au sol et manger le chrono et avoir des troisièmes qui passeront de toute façon, donc c'est pas très grave. Et c'est là aussi où les Chiefs sont idiots, c'est qu'ils les laissent passer, ils laissent une première, deuxième, et puis on se dit, ça passe. Parce que l'une des grosses différences également sur ce match-là, alors c'est aussi lié à la stat que tu évoquais notamment sur la distribution du jeu. On a beaucoup plus ressenti l'impact du jeu au sol des Jets grâce au duo Forte-Powell que l'impact de Kareem Hunt qui relâche même un ballon hyper important sur la dernière série de Kansas City. Donc voilà, c'est aussi là que ça a fait la différence. Et voilà, cette défense de Kansas City, elle est devenue d'une fébrilité assez impressionnante. Alors, on ne découvre pas que le jeu contre la passe, c'est calamiteux, et c'est aussi pour ça qu'on a tenté de faire revenir Darrell Revis, avec plus ou moins de réussite. Je sais que tu en parleras plus tard. mais même mentalement, il suffit de voir justement le drive victorieux des Jets, où ils obtiennent quasiment des premières automatiques en cascade parce qu'il y a des pénalités c'est celui-là, à répétition. Quand ils se sont tiré une balle dans le pied, le dernier drive, il est fabuleux. Ouais, c'est quand même hallucinant. Ça leur arrive sur des possessions first and goal avant le touchdown des Jets, ça leur arrive même sur la conversion à 2 points. C'est ridicule, il y a 3 fautes. Donc, elle est quoi cette équipe? Elle est ce qu'on a vu en début d'année? Les Chiefs. Elle est ce qu'on voit maintenant? C'est quoi? Elle est ce qu'elle est maintenant que tout le monde a compris leurs forces et leurs faiblesses et les a tellement il les a identifiés et les contre, mais eux qui n'arrivent pas à se réinventer, je crois que c'est ce que tu avais dit la semaine dernière, c'est que voilà, ils se bornent dans leur exercice où ils croient qu'ils sont forts là-dessus et malheureusement pour les équipes en face c'est facile à défendre. Les Chargers, eux, ont battu les Browns 19-10, 34 minutes et 429 yards pour les Chargers. Match quasiment tranquille, même si Cleveland a mené. Il y a eu beaucoup de field goals, mais au final, une victoire. 3 victoires de suite. Est-ce qu'au final, c'est pas eux les favoris de la division maintenant? Avec Keenan Allen qui signe son 3e match à plus de 10 réceptions, 100 yards et un touchdown. Je sais que Raoul a les yeux qui brillent quand il parle des Chargers, donc je vais le laisser commencer. Évidemment. Il y a une longue histoire. Mais tu réalises que c'était meilleur avec eux quand même? Ouais, je réalise. Non, mais je réalise rien du tout. Les sensations étaient plus fortes. Il y avait un truc. Ça, les sensations étaient plus fortes, ça c'est clair. Tu sens qu'avec les Panthers, tu te couches à 10h30, tu prends une tisane et éventuellement mais c'est vous faites des trucs et vous vous mettez chacun sur votre côté du lit après. Ouais, mais c'est pas plus mal. Alors qu'avec les Chargers, on sent que ça durait plus longtemps les soirées, que vous grimpiez mais dessus comme des pas bêtes. Toujours bien, si tu veux. Des fois, ça terminait en engueulade et en ongle dans le dos, mais. Et nous parlons toujours de football. Ouais, mais tu vois, mais après, c'est ce qui est sympa aussi avec cette équipe, c'est que il peut se passer des choses incroyables, comme ce qui est en train de se passer avec l'attaque, notamment aérienne, puisqu'il y a beaucoup de support des deux coureurs, Eclair et Melvin Gordon, et que voilà, tu as un tight end comme Hunter Henry qui est en train de devenir, attention, il ne l'est pas encore, mais qui peut devenir le successeur d'Antonio Gates dans son tracé, dans sa capacité à bloquer. Il fait tout bien. Donc voilà, c'est hyper encourageant. Et puis quand tu as un quarterback comme Philip Rivers, qui, contrairement à ses deux potes de 2004, a l'air de tenir la route. Je dis pas que il a un bon pass pro aussi cette année. Hein. Moi, c'est pour ça que j'en parle comme des favoris. Ils ont un Philip Rivers qui fait des choses, Keenan Allen, une protection de passe qui tient le coup. Alors Ah bah oui. C'est moi. Ça m'apprendra à brancher mon téléphone. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, ils ont un Philip Rivers qui fait le boulot. Et puis. Il y a de l'autre côté, en fait. Il y a deux pass rushers énormes. Voilà. Et là, le pass rush fait briller le backfield. C'est ça qui est incroyable. C'est que du coup, le backfield passe pour une squad de pro bowlers. La défense contre la course, c'est un autre problème. Parce qu'à force de rusher, ça laisse des trous. Donc, ça progresse bien. Mais du coup, la défense contre la passe, c'est incroyable parce que t'as Melvin Ingram et Joey Bosa qui mettent le feu au quarterback adverse et du coup, derrière, c'est plus tranquille. Je précise juste pour les auditeurs qui ont entendu mon téléphone sonner, je n'ai pas mon téléphone d'habitude à l'antenne, c'est que là, il était branché au système parce qu'on doit appeler un auditeur. Voilà, donc j'avais pas prévu que quelqu'un appelle entre-temps. Un petit mot sur Josh Gordon, 4 réceptions, 85 yards, convaincu par ce retour. Ouais, c'était pas mal pour un mec qui n'a pas joué depuis 2 ans. Oui, c'est bien. Et même globalement, les Browns, je trouve que depuis le milieu depuis la semaine 8-9,
ça montre des progrès. À part au poste de quarterback où il y a eu quelques imbroglios, mais honnêtement, voilà, au À début part de la sur saison. le poste le plus important, Oui, c'est une bonne mais équipe. ce que je veux dire, c'est que au début de la saison, il se faisait latter, il mettait pas de points. Là, il y a même des moments où il mène au début du match. Bon, je dis, non, mais voilà, ça reste les Browns. Mais, mais ils sont ça jamais- progresse. À part sur En le même temps, c'est- à part sur le touchdown d'Njoku qui leur permet de repasser devant, et encore, on est globalement, on reste en première mi-temps, ils doivent mener 7-6. Ils ont jamais vraiment. non, mais été je dis hyper pas qu'ils dangereux. sont Ils dangereux, arrivent vraiment dans la red dangereux, zone et ouais. il y a des pertes de ballon. Je pense notamment à ce fumble provoqué de Bossa. Mais franchement, on peut pas dire que c'est pas une équipe transcendante. Non, et ça, on non, le découvre pas non c'est plus. pas ce que j'ai dit. Je dis juste Bon. que c'est mieux. En tout cas, Raoul sur le chat, ça te dit beaucoup que c'est qu'une passade pour toi les Panthères. C'est que Fichez-moi on la sent paix que tu as avec des cette étoiles affaire. dans les yeux quand tu parles des Chargers. En tout cas, moi, Mais c'est dégueulasse, on peut plus parler des Chargers à Mais chaque fois. ils ont des maillots vachement plus beaux en plus. Je pense que tu gagnerais à retourner avec eux. En tout cas, j'aime beaucoup le Le concept pass d'avoir un rush, running back qui s'appelle Éclair pour une équipe qui Oui, s'appelle moi les aussi, Bolts. c'est Moi, incroyable. j'adore. Éclair, c'est C'est génial. vrai. Bon, en tout cas, les Chargers sont à égalité avec les Chiefs. Les Raiders aussi, ils ont gagné 24-17 contre les Giants, dont on a déjà beaucoup parlé. Les Raiders avec un Marshall Lynch à plus de 100 yards au sol. Est-ce que c'est ce qu'il leur fallait? Ils n'avaient pas de receveur, il y avait beaucoup de blessés. Et ben ils ont donné le ballon à Beast Mode. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle quand tu gagnes un match contre les Giants grâce à Marshall Lynch? Moi, Ouais. franchement, ce match-là, Auckland m'a pas rassuré plus que ça. Bah voilà, j'avais raison. ils Les sont- Chargers non, mais sont en favori. Ils va sont, pas très mettre- longtemps, ils sont très longtemps tenus en échec par Geno Smith et New York, avec un très bon Evan Ingram de l'autre côté, d'ailleurs, il faut aussi le Oui, signaler. qui est un peu le seul à surnager au milieu de cette attaque des Giants. Mais franchement, Bon, il ouais, y a Cordarrelle Patterson qui est en train de se trouver un petit oui, qui a rôle. bien pris le relais à Ouais, Amari mais Cooper, tout à fait. les deux là, ils vont jamais mettre 100 yards à chaque match. Non, mais C'est- Patterson, c'est un peu sur des actions un peu truquées ou des rivers. Ouais, des machins. Enfin, il s'est trouvé un vrai rôle. C'est une sorte d'hybride un peu. Non, mais voilà. Un Percy Irvine du pauvre. Ce qui a fait la différence pour moi côté Raiders, c'est les turnovers défensifs, notamment un très bon Khalil Mack, Khalil Mack, qui a marché incroyable. sur le visage de Geno Smith Attends, mais au c'est quand sens même- littéral ouais. du terme. c'est incroyable cette action où il sait même pas, il sac pas tant que ça finalement. Il prend le ballon juste. Oui, Il prend le ballon des mains de comme Van Geno Miller Smith. contre Cam Newton au Voilà, Super c'est Bowl, ça, ils c'est- veulent s'en goûter. Voilà. Voilà, et puis salut. Bon, en effet, il n'y avait pas grand-chose en face de toute façon. Victoire sur 3 des 4 derniers matchs du côté d'Auckland. Donc Ouais, meilleure mais- dynamique aussi. T'as vu leur calendrier? Oui, c'était qui les adversaires? Là, il reste les 3 derniers, je sais plus. Mais Bah, il y a les- Denver, non? Oui, bah ils sont dans une y a pas- division Et de toute façon. les où- prochains, c'est chez les Chiefs, ils reçoivent les Cowboys, chez les Eagles, chez les Chargers. Donc honnêtement, des 3, c'est eux qui ont le plus dur. Ça se complique Et c'est un pour peu. ça que les Chiefs, à mon avis, sont un peu plus favoris parce que j'ai regardé, eux, ils reçoivent Riders, Chargers, Dolphins et ils vont chez les Broncos. Ouais, les Dolphins Donc, de Broncos qui sont jouables. les mais Chiefs, ils sont tellement mal depuis. Ça, non, mais voilà, ça va. De toute façon, les 3 s'affrontent encore. Les Donc, Chargers, tu as le. et les Chargers, ils reçoivent les Redskins, ils vont chez les Chiefs, puis chez les Jets et ils reçoivent les Raiders. Bon, Kansas Ouais, City Chargers, à mon avis, ça joue sur un coup de dé. Hein. Voilà, donc Vu le moi, je niveau pense que actuel de Kansas City. globalement, celui qui gagne le Kansas City Chargers Je à pense Kansas aussi, hein. City remporte la J'aimerais bien division, voir je les Chargers pense. en playoff, moi. Pourquoi Ça pas. me déplairait pas. Rien que pour voir Raoul comme ça, déchiré entre. Bah, ça va, si les Panthers y sont, je vais pas me plaindre. Bon, allez, voilà pour ce point donc sur l'AFC West. Un petit prono, allez, du coup. Qui la gagne? Moi, je dis Chargers. Moi, je dis Chiefs. Mais malheureusement, je pense que ça suffira. Enfin, il y en a qu'un seul qui va y aller, quoi. Je dis Chargers également, ne serait-ce que sur la défense. Après, leur attaque, je la trouve quand même. J'ai du mal à la trouver vraiment. Ah, t'es dur. Dans les airs, ça vole. Hein. C'est la deuxième meilleure dans les airs. Oui, mais je sais pas, j'ai du mal encore à être emballé. Melvin Gordon, je le trouve très irrégulier en fonction des rencontres. c'est vrai. T'as vu comme il est Chez- passionné quand ouais. il parle de. Mais dis pas ça, t'as pas C'est le droit à c'est passer la sur les deuxième Chargers. dans les airs. Qu'est-ce que tu dis, Grégory? Vous êtes fatigant. Bah, je dis Chargers aussi. Mais non, mais moi je trouve ça bien. Tu devrais rester avec eux. Bon, donc Chargers alors? Je vais pas Allez. changer en milieu de saison. Tu t'en fous. Fais-toi plaisir. La NFC, un petit point parce qu'il y avait des beaux matchs quand même. Seahawks 24, Eagles 10. Russell Wilson 227 yards et 3 touchdowns dans les airs, 31 yards au sol. Il a fait le show. Et puis les Eagles bien stoppés par cette défense qui perd des éléments mais qui continue à être performante. Après, est-ce que c'est pas inquiétant pour Philadelphie, ils ont perdu un deuxième Oui, match, ça arrive. c'est pas la mort. Est-ce que c'est même pas une bonne leçon? On disait qu'ils manquent d'expérience playoff, ils sont allés à Seattle, ils ont Ouais. eu un gros match, ça leur a appris des choses. Oui, je suis même tout à fait d'accord avec ça. Et je vais profiter du temps de parole qui m'est accordé pour être obligé de reconnaître que depuis plusieurs semaines, et c'est là où je vais devoir abandonner mon ami Grégory,
Ben, Ah non, mais non, mais non. mais si, mais si, je suis obligé. Depuis 3 semaines, on est obligé de le reconnaître. Russell Wilson est bien meilleur que Matt Stafford. Combien t'as donné Camille avant l'émission? Mais 0, mais voilà, en regardant le résumé du match de dimanche soir, ben, c'est évident. Mais alors, Je me battrai seul contre Mais tous, alors attention, sachez-le. je parle sur la tendance actuelle. tu veux dire sur un match complet parce que après Matt Stafford joue les 3e et 4e cartons. Bah, quand il n'est pas Donc, blessé, mais en l'occurrence, de ce que je vois depuis 3 semaines, c'est oui, Wilson est bien meilleur. moi, je pense qu'on peut arrêter. Et bien, écoutez, merci d'avoir suivi l'épisode numéro 214 du podcast Jean Actu. Mais non, mais voilà, il faut dire ce qu'il mais est. t'as le droit d'avoir ton avis. Non, mais il fait. Et alors, pour le coup, Tu sens le Greg agacé. T'as le droit d'avoir ton avis, c'est le mauvais, mais t'as le droit d'avoir ton avis. mais Non mais alors, au-delà de la blague, parce qu'encore une fois, voilà, c'est toujours la même chose. Je vais pas me faire passer pour un anti-Wilson alors que je suis clairement pas dans ce camp-là. Ce qui est une bonne chose pour les Seahawks, en tout cas, c'est que depuis quelques semaines, j'ai l'impression que la connexion avec Jimmy Graham se fait bien. Oui, c'est vrai. Ça fait, voilà, on avait du mal à sentir son impact au niveau du jeu à la réception du côté de Seattle, et là, en tout cas, ça commence à carburer. Et puis la ligne offensive qui Dwayne Brown, c'est progresse. quand même bien meilleur. Hein. C'est pas toujours excellent, mais Donc, en tout cas, ça J'ai vu fait sur le boulot pour Pro protéger Wilson. Pro Football Focus, il passe de 30e meilleure protection, enfin donc deuxième pire, hein, à 10e meilleur. Donc il y a quand même un gap incroyable. En tout cas, donc Graham n'a mis que 2 ans à s'adapter. C'est bien. Il a fallu un petit peu de temps pour s'y mettre. Bon, Seattle qui trouve des C'est aussi solutions. le boulot de Darrell Bevel, n'est-ce pas, vrai. Camille? Ah bah Camille, on veut plus. Alors, donc pour Carson Wentz, on en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'on a vu aussi à quel point le jeu au sol est important. Leur jeu au sol a été stoppé et ça a été beaucoup plus compliqué. La ligne en général des Eagles, alors on attendait de voir un petit peu avec les blessures notamment de Jason Peters ces dernières semaines ce qu'allait donner cette O-line des Eagles contre vraiment un gros front seven. Là, que ce soit le jeu au sol, qui a été quasiment inexistant, je crois que leur meilleur rusher Ajayi doit 35, faire 36 yards. Et puis voilà, Carson Wentz a eu assez peu de temps généralement pour lancer le ballon. Il fait des choix assez risqués. Je comprends pas trop sa passe profonde, par exemple, en quatrième quart. Elle tombe dans qui est les mains interceptée par Maxwell. Ah non, alors il y en a une qui est interceptée, il y en a une qui est superbe, mais il faut jamais la lancer, quoi. Allez, on va passer aux Saints Panthers. Juste avant, un petit coucou à Laurent Vergne, notre invité de jeudi, le chef des informations d'Eurosport.fr qu'on salue, qui était avec nous jeudi, et qui vient sur le chat nous dire: salut les amis, je n'ai pas été mauvais sur les pronos, non, avec un petit clin d'œil. En effet, alors normalement on donne les scores le jeudi, mais on a le droit de dire que c'est la chance du débutant ou... Non, mais c'est vrai qu'on peut tirer notre chapeau à Laurent Vergne, qui a réussi un 13/16 sur les pronos de ce week-end dans l'émission de jeudi, pendant que nous on a terminé, donc je crois que Raphaël a 10 et nous tous à 9. Tous les 3 à 9. Voilà. Finalement, donc, ma stratégie a payé, je ne perds pas de points. C'est vrai, ça s'est équilibré. Le Saints Panthers, donc 31-21, les Saints ont frappé fort, Alvin Kamara a encore été bon, 400 yards à 279 pour eux. Les Panthers avaient juste pas les armes offensives pour suivre. Et en fait, j'ai repensé à ce que disait Raphaël la dernière fois sur le côté physique des Panthers, ce qui est très vrai. Les Saints, dès le début, ont répondu aux défis physiques, et ça se voit notamment sur les courses d'Alvin Kamara. Et même sur le premier touchdown qu'il met, il résiste à un énorme plaquage, et malgré ça il continue d'avancer, et malgré ça il tombe dans la end zone. Et c'est là où les Saints ont été plus forts, c'est qu'ils ont d'abord répondu physiquement aux Panthers. Ils craquent un petit peu en fin de match parce que voilà, il y a cette grosse course de Cam Newton, il y a des réceptions de McCaffrey, mais bon, globalement, c'est eux qui ont remporté la bataille physique au début, et c'est là-dessus qu'ils ont gagné ce match. Moi, le problème principal avec Carolina, ça reste que pour moi, ils ont perdu leur identité d'avoir un jeu au sol qui était dominant semaine après semaine pendant les années où Cam Newton va loin. Là, ils l'ont plus. C'est encore Cam Newton leur meilleur coureur avec 51 yards. Il fait une grosse course aussi. Et c'est parce qu'il y a cette grosse course. Il fait une grosse course. Mais donc, c'est pas normal que Cam Newton soit ton meilleur coureur avec 51 yards. C'était l'identité de cette équipe quand tu as gagné. Juste pour la stat, Drew Brees numéro 2 sur les passes complétées en carrière désormais. Il y a beaucoup de stats, mais celle-là, elle est quand même plutôt significative. Il est juste devant Peyton Manning, derrière Brett Favre maintenant. Donc ça commence à classer un homme. Doucement. J'ai pas regardé à combien il en est exactement, savoir s'il allait pouvoir rattraper Favre ou pas. Mais bon, je sais pas. Après, visiblement, c'est pas. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est cette année qui va se rapprocher de manière sensible, puisque en l'occurrence les Saints s'appuient sur un gros jeu au sol, continue en tout cas de compter. Et c'est un peu mon leitmotiv depuis un petit moment maintenant, mais grosse O-line. Quand on voit par exemple une des courses que fait Ingram sur la rencontre, il y a un boulevard carrément devant lui, un peu comme ce que peut faire Minnesota notamment.
Et c'est assez impressionnant à souligner ce changement drastique de la O-line entre l'année dernière et cette année. Falcons-Vikings, pour terminer un peu ce tour des poids lourds de la NFC, 9 pour les Falcons, 14 pour les Vikings. Qu'est-ce qui nomme à 12 sur 12 en deuxième mi-temps? La défense a limité les Falcons à 275 yards. 1 sur 10 sur les troisièmes tentatives pour Atlanta. C'est peut-être ça la stat qui, je ne vais pas dire qui résume tout, mais en tout cas qui est très très significative. Bon, ça résume beaucoup de choses, mais... Ouais. 0 touchdown, ça suffit. Je peux aussi dire 0 touchdown, c'est vrai que c'est incroyable. Je peux aussi dire voilà, aucun touchdown et 24 yards pour Julio Jones qui sortait d'un match à plus de 250. C'est ça. On attendait de voir le match-up. Qui allait sortir vainqueur du match-up entre Julio Jones et Xavier Rhodes? J'ai pas la sensation que c'est le receveur des Falcons qui est aligné l'un contre l'autre. Non, il y a eu beaucoup du Mohamed Sanu, hein. mais bon, en l'occurrence, Jones a quand même été assez bien muselé en effet par Minnesota. Donc voilà, Minnesota n'a pas été énorme en attaque sur ce match-là, mais ils ont fait des jeux décisifs avec encore une fois des lignes de chaque côté du ballon qui ont été absolument énormes. Et Atlanta n'a jamais été capable de trouver ne serait-ce qu'une once de rythme en attaque pour pouvoir les contrecarrer. Et qu'est-ce qui nomme continue d'être impressionnant. 4e match de suite à plus de 100 d'évaluation. Il égale un record de la franchise chez les Vikings pour les matchs à plus de 100 d'évaluation. Chez les Vikings, parce que quand j'ai reçu la stat au début, je me suis dit c'est pas un record. Et en fait, les Vikings, parce que du coup, c'est pour ça que j'ai revisité la saison 2007 de Tom Brady où il commence, je crois, avec genre 6 ou 7 matchs de suite à plus de 100 ou des poussières et il fait 12 matchs sur 16 à plus de 100 d'évaluation en 2007. Donc c'était une saison assez délirante. La stat de complétion est énorme, mais je suis toujours pas rassuré par qu'est-ce qu'il nomme dans le kit des playoffs. Pareil, en playoffs. C'est un joueur il a un style de jeu très sécure, je dirais, en attaque. C'est pas un joueur à qui on va demander de balancer des bombes sans arrêt. Et j'ai un peu peur que sous pression, dans des moments où ça marche un peu moins bien pour Minnesota, j'ai un peu peur que ce soit rédhibitoire. Mais c'est mon avis à l'heure actuelle. Moi, je précise. Je reste persuadé. Je mets toujours son impact dans la victoire de Minnesota ce week-end est absolument pas à remettre en question. Je mets toujours une piécette sur l'interception qui tue son équipe dans le 4e quart-temps du match de division. Voilà. Et pour l'instant, tu as fait que perdre de l'argent. Écoute, on verra bien, mais je suis devant au pronostic en tout cas. Ouais, rien à voir. Dit-il en passant. Rien à voir. Petite remarque comme ça, petite pique gratuite. Voilà donc pour le tour d'horizon des poids lourds de la NFC. Je vais y arriver, je prends une voix plus calme, je pose. Et donc nous allons faire la suite des matchs de la semaine. C'est parti Camille. Le reste des matchs de la semaine, on va commencer par le match de lundi soir qui a opposé les Bengals aux Steelers. Ça fait 20-23. 23, c'est pour Pittsburgh. Drôle de match, surtout marqué par les blessures et malheureusement l'image terrible de Ryan Shazier sur le terrain. Les jambes visiblement immobiles, en tout cas pas en mesure de bouger suite au choc, emmené sur une civière à l'hôpital. Au moment où on enregistre, donc là il est 18h27 et nous sommes mardi, au moment où on enregistre, les nouvelles sont que il bougerait légèrement les jambes selon NFL Media et que les 24 à 48 heures à venir seraient décisives en termes de progrès. Voilà. Apparemment il n'a pas besoin de chirurgie non plus, il n'a pas besoin d'opération. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc ce serait la colonne qui serait touché. C'est ça, c'est au niveau de la colonne vertébrale. C'est ce qui s'est touché tout de suite d'ailleurs sur l'impact. Alors, si on essaye de voir le positif, et c'est ce qu'on a mis un peu dans l'article d'ailleurs qui est en ligne sur le site où on parle de ses progrès, c'est que Kevin Everett, alors je ne sais pas si tout le monde se rappellera, avait eu la même aventure en 2007. Alors à l'époque, c'était sur un retour de kick-off. C'était un joueur de Buffalo. De Buffalo, ouais. Qui sur un plaquage pareil, avait la nuque qui s'était brisée quasiment. Et alors lui avait dû être opéré, avait passé plusieurs jours sous respirateur, avait... je crois, il était même resté inconscient pendant les 2 premiers jours ou quelque chose comme ça. Enfin, il l'avait maintenu dans le coma ou quelque chose comme ça. Avait été opéré, avait eu beaucoup de choses et avait fini par remarcher. Et aujourd'hui, marche à nouveau, etc. Donc voilà, on peut espérer que sachant que Ryan Shazier n'a pas besoin d'une opération et qu'il est conscient et que voilà. Et qu'il bougeotte. Voilà, faut espérer que... Par contre, du coup, même si c'est pas l'essentiel, bien entendu, sportivement, ça peut être cher pour les Steelers, ça peut être fin de saison, clairement, pour le linebacker. C'est un très bon joueur, donc ce sera un vrai problème. Après, ça a donné une tournure particulière à ce match parce qu'on peut comprendre que ses coéquipiers soient quand même très perturbés après avoir vu ça et qu'ils aient eu beaucoup de mal à jouer. Ils sont tombés dans un... Ça n'a pas calmé tout le monde, visiblement. Non, voilà. Alors, ils tombent dans un fossé de 17-0. On fait un peu le
finit le match. Et derrière, il remonte, il gagne avec un field goal à la dernière seconde. Et en effet, dans le même match, Vontaze Burfict sort avec une commotion suite à un coup de Juju Smith-Schuster. Qu'Antonio Brown, en effet, a pas forcément été adroit en qualifiant de karma et en disant qu'il était content, etc. Ouais, surtout que lui, il en prend une belle de George Iloka également sur son touchdown. Aussi, mais autant je peux comprendre que Brown soit amer parce que Vontaze Burfict lui donne une commotion il y a 2 ans ou 3 ans. Autant ça, le jour en plus où un de ses coéquipiers finit à l'hôpital, c'est quand même assez déplacé. Donc bon, on va essayer de retenir le sportif. Pittsburgh reste en tête de sa division. C'est logique. Après, les Bengals montrent pas des choses honteuses sur ces dernières semaines. Ouais, mais malheureusement pour eux, ça va pas suffire pour aller plus loin. Enfin, en tout cas, je pense pas parce que la division semble maintenant acquise aux Steelers et les wildcards vont peut-être être un peu chers. C'est dommage parce qu'ils payent une mauvaise passade de quelques matchs où rien n'allait et malheureusement il y a eu Joe Mixon qui n'a pas toujours été hyper consistant, leur coureur rookie, alors qu'ils avaient peut-être un peu d'espoir sur lui. Non, mais j'ai du mal à la cerner. Ça fait quand même un petit moment maintenant que cette équipe des Bengals, elle me paraît essoufflée, notamment de par ses failles mentales. Il y a quand même une action phare sur ce match-là qui symbolise le retour de Pittsburgh. C'est cette action où William Jackson laisse filer Le'Veon Bell sur le bord de touche, le long de la ligne de touche, pour aller réduire l'écart pour Pittsburgh. Je veux dire, je suis pas partisan du fait qu'on mette sur un piédestal ou qu'on descende en flèche les joueurs, mais on est quand même en NFL, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il doit penser qu'il est sorti. Ce côté, ah non, le linebacker il était là avant, après toi. Enfin, au moins tu continues de courir, tu fais pas comme ça. Encore une fois, c'est pas possible. Encore une fois, je suis d'accord avec la théorie qu'il a eu peur. Il pensait qu'il était dehors, il voulait pas prendre une pénalité en mettant une couche, mais. Enfin, déjà, c'est ton boulot de voir qu'il est encore dans le terrain. Oui, au moins tu l'accompagnes. T'es pas obligé de lui mettre une boîte. T'es pas obligé de lui mettre une droite. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est ce décalage. C'est-à-dire qu'on a ce genre de jeu-là, et à côté de ça, on a des jeux agressifs pour rien. Enfin, et les pénalités qui vont avec. On parlait des fautes. Enfin, le coup dans le dos de Geno Atkins sur Ben Roethlisberger, enfin, ça sert à rien. À un moment donné, il n'y a pas de juste milieu. C'est où on est trop soft, ou alors on met des coups bêtes qui nous tirent une balle dans le pied. Donc c'est la fin de Marvin Lewis pour moi à Cincinnati. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Ça fait quelques années qu'on la réclame, mais lui, pour le coup, je suis pas sûr qu'il saute un jour au rythme où il va. Comme Chuck Pagano. Ouais, mais lui, Marvin Lewis, il a l'air d'avoir une complicité avec le propriétaire. Ils ont l'air d'être très bien ensemble. Je pense qu'ils gagnent tous les deux leur argent, ils sont contents. On sent qu'il y a plus de caractère dans le roster de Cincinnati qu'à Indianapolis. Mais c'est pas contenu, c'est plus contenu. Et il y a plus de talent aussi. Oui, voilà, c'est ça, c'est mal géré. Ravens 44, Lions 20, c'est donc. Parlant de mauvaise gestion. Non, oui, voilà. Alors j'allais parler de. Là, on est dans la course au playoff, on traite les matchs plus ou moins par ordre d'importance. Les Lions ont donc encore oublié de jouer en première mi-temps, menés 20-0 à la pause. Défense exceptionnelle, bien sûr, de Baltimore, ça n'enlève rien. Après, moi, je trouve que ça devient quand même assez inexcusable, ces débuts de match complètement ratés. C'est un gimmick, quoi. C'est toutes les semaines. Toutes les semaines, les mecs démarrent plus ou moins entre le début du troisième quart et la fin du troisième, quoi. Alors, je ne sais pas si Raphaël est encore sur le chat. Je sais qu'on a eu une discussion en interne sur le niveau du pass pro de Détroit. Mais c'est quand même c'est quand même assez effarant quand tu vois les shoots. Attends. Je ne résume pas le niveau de la ligne offensive au fait que Détroit ne soit pas bon sur les premières mi-temps. Bien sûr que Matthew Stafford a également un rôle là-dedans, mais c'est pas possible d'être aussi peu aidé. Je veux dire, il a toujours pas de jeu au sol. Ça, on le découvre pas. Il a des super receveurs. Il y a des bons receveurs. Tu l'as dit toi-même dans le fauteuil, tu dis qu'ils ont des meilleurs groupes. Il est censé avoir 2 bons receveurs, parce que jusqu'à preuve du contraire, Golladay ne joue pas en ce moment. Il n'est pas revenu. Il a 2 réceptions, 44. Il a 2 réceptions. Ouais, il est revenu. Rien dire. Mais en tout cas, ça se résume beaucoup. Ça se résume beaucoup sur Marvin Jones, je trouve, sur les jeux clés en tout cas. Mais je veux dire, tu vois les boîtes qu'il prend, tu vois le sac. Mais non, ça concerne pas que Stafford, hein. J'ai rien dit. Non, mais non, parce que je vous vois venir à me ramener sur le débat. Non. C'est pas mon propos, mais je veux dire, tu peux pas avoir une ligne offensive d'un tel niveau, et même quand Stafford est sorti, je veux dire, la première passe de Roddick,
Quand tu vois le shoot qu'il prend du bien sûr. défenseur, enfin, au bout d'un moment, c'est pas possible. Après, moi, là où je suis pas d'accord avec toi, mais encore une fois, pas en se posant dans une posture de hater ou quoi que ce soit, j'ai rien contre Stafford, j'adore, je trouve que c'est un très bon quarterback. Là où je trouve qu'il manque un petit peu, mais après, on le compare à des légendes, c'est pas pour. Justement, il est pas à ce niveau-là pour moi, mais. Aaron Rodgers a joué avec des lignes pourries et fait briller des receveurs et il n'avait pas de jeu au sol non plus. Peyton Manning faisait briller des lignes parce qu'il se débarrassait du ballon à une vitesse éclair et il n'avait pas de jeu au sol non plus à un moment. Stafford n'a pas le niveau d'Aaron Rodgers. Voilà, on est d'accord là-dessus. Mais jamais les contraires. Oui, mais c'est en fait, si tu veux... laisse-moi finir aussi. Stafford ne porte pas son équipe et c'est en ça pour moi que j'ai du mal. Encore une fois, c'est un meilleur, peut-être, il a plus de talent sur un pur quarterback que Russell Wilson, mais Russell Wilson a ce mérite de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a et de mener son équipe de la première à la dernière minute. Oui, il a cet avantage d'apporter un petit peu de folie et cette mobilité qui en effet fait du bien à Seattle quand il y en a besoin. Stafford n'a pas du tout le même profil, il l'a toujours dit. Bien sûr. Cette équipe de Détroit, globalement, et je pense que tu me rejoindras là-dessus, on peut pas dire qu'elle ait énormément d'âme, que ce soit en attaque ou en défense. Bien sûr, mais là pourtant il y a des bons joueurs. Non, mais c'est là que je te rejoins. C'est à l'image du head coach. Voilà, il n'y a pas d'âme dans cette équipe. C'est là que je te rejoins. C'est un problème de coaching pour l'âme. Et bien entendu que Stafford a ses responsabilités. Il y a des interceptions cette saison qui sont aussi coûteuses sur certains jeux. Mais je veux dire, ça devient presque coupable selon moi aujourd'hui d'avoir une telle ligne offensive. Et je le redis, que ce soit pour Stafford ou même sur l'action sur Roddick qui occasionne le pick six. Ça devient assez problématique. Et là encore, comme Marvin Lewis, va peut-être falloir commencer à tirer des enseignements du côté de Détroit. À l'inverse du côté de Baltimore, parce qu'on va peut-être venir là-dessus, mais je trouve que la progression d'Alex Collins commence à faire du bien à cette attaque de Baltimore. Ouais. Et il y a déjà une diversité qui permet aux Ravens d'être un peu plus crédibles du côté offensif. Ouais, il y a Raphaël qui est sur le chat, puisque tu le demandais, qui disait Grégory, le manque d'aide de Stafford n'explique pas de commencer tous les matchs au troisième quart. Bon. Oui, mais on est d'accord là-dessus. Mais après, tu vois, on n'a pas forcément beaucoup de différences sur le fond. Mais voilà, moi, c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le coaching. Cette équipe, elle n'a pas d'âme, et ça, c'est clairement parce que Jim Caldwell n'a jamais mis d'âme nulle part. Je veux dire, même, non, mais c'est vrai. On savait très bien. Moi, je me rappelle encore une fois, je l'avais déjà ressorti ce truc, mais tu sais, quand il coachait les Colts, qu'il avait récupéré les Colts, donc c'était après Tony Dungy, si je dis pas de bêtises. 2009. Voilà, donc il avait, et donc les Colts avaient gagné, je crois, leurs 12 ou 13 premiers matchs avec lui. Ils vont au Super Bowl. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ils avaient gagné les 12 ou 13 premiers matchs avec lui, et le dernier, je crois, de Peyton Manning ne joue pas. Oui. Et ils perdent. Et en fait, il y avait un site humoristique qui avait titré Jim Caldwell coach son premier match et perd. Tu vois. Et je trouvais, mais c'était déjà parfait à l'époque. Mais alors, il y a autre chose que j'ai remarqué, c'est que le coach de ligne offensive de Détroit est le head coach assistant. Je pense qu'à partir de là, tout est dit. En plus, non mais voilà, mais il y a un peu de tout, mais après moi, honnêtement, je commence à être blasé par ce truc de on commence les matchs après 3 quarts d'heure. C'est pas normal, on est d'accord. C'est impossible. Je crois que c'est la même chose à Seattle, hein. C'est Tom Cabell qui est assistant head coach. Voilà, on a trouvé un truc à pas suivre. Pour les London Marmites, sur notre assistant coach, ne pas mettre le coach de la ligne offensive. Un mot sur Joe Flacco, 23 sur 36, 269 yards, 2 touchdowns. Ils ont gagné 370 yards en attaque. Ils sont à l'heure pour la fin de saison, quoi, les Ravens. Ils sont à l'heure pour être embêtants, pour sortir une équipe en wildcard. Tu n'auras rien demandé comme les Jaguars. L'équipe d'AFC Sud. L'équipe d'AFC Sud où le mec qui va sortir, il y a qui d'autre qui va sortir en wildcard du coup? Peut-être l'AFC West. Tennessee, je pense. De l'AFC West. En tout cas, ceux-là, ils vont pas être bons à prendre. Bills 3, Patriots 23. Les Patriots ont été embêtés une mi-temps. Les Bills n'ont rien fait en attaque, donc ils n'en ont pas profité. New England s'est détaché. Il y avait pas mal de frustration dans ce match. On a parlé de mauvais gestes un peu plus tôt. Tom Brady a crié. Bon, ça, à la limite, on s'en fout, ça arrive. Rob Gronkowski qui se croit dans un spectacle de catch, c'était un peu plus problématique quand même. C'est gênant ça. Parce que c'est assez bizarre, cette sorte de coup de coude à la volée là. Il se jette de nulle part. Il jette sur le gars, ouais. C'est même, je veux dire, c'est un coup dont Ndamu Kongsul n'aurait pas été. Même lui, il a trouvé sale, tu vois. Est-ce qu'on a vérifié sur Twitter s'il lui a pas fait un petit poke pour peut-être qu'il a liké un tweet quelque part. Parce que Sou aurait dit, fais ça dans la continuité de l'action, tu vois. Il faut qu'il y ait un certain truc que tu puisses dire, j'ai glissé. Là, c'est surtout que ce serait intervenu en première mi-temps au moment où New England avait vraiment beaucoup de mal à conclure ses actions parce qu'ils arrivent quand même assez souvent dans la moitié de terrain de Buffalo, même quasiment dans la red zone, et il y a souvent des stops décisifs des Bills où on sentait que la O-line n'était vraiment pas complètement au niveau du côté des Patriots. Ça a clairement changé en deuxième mi-temps. Et c'est là-dessus que je comprends pas le pétage de plomb de Gronkowski. Après, il en a marre d'être selon lui mal arbitré, qu'on le tire de partout. Ah oui, mais bon, si Tredavious White n'est pas sanctionné parce qu'il fait un holding flagrant, je veux dire, c'est pas une raison pour provoquer une commotion. Non, mais on est d'accord. Après, c'est vrai qu'il y a une problématique. J'ai entendu ça dans un podcast US notamment, où ils avaient une expression qui est très bien, c'est que Gronkowski est le Shaq de la NFL.
C'est-à-dire qu'il y avait cette époque Shaquille O'Neal qui était gigantesque, etc. Et c'est vrai, tout le monde lui foutait des coups parce que c'est une montagne, donc tu avais l'impression que. Ouais, et puis comme il tombe pas et qu'il résiste, Non, mais voilà, on se dit il n'y a pas faute. personne ne sait comment le défendre et personne ne sait comment l'arbitrer. Et Gronk, c'est un peu pareil, en un sens, c'est très très dur. Il peut prendre un flag en gueulant sur les arbitres. Non, mais bien sûr. Mais ça n'excuse pas le geste. Non, mais je dis pas que c'est ton propos, mais voilà, je pense qu'à un moment donné, il y a aussi un juste milieu. Alors, j'allais les mettre dans mes flops, mais moi, ce que je trouve encore plus scandaleux, c'est le fait de faire appel. Oui, aussi. Oui. Enfin, à un moment donné, moi, rien que pour ça, j'ai envie qu'ils prennent de match. Oui, mais ils font appel par automatisme, ils font tous appel. Moi, je suis désolé. Non, je pense qu'il y a des joueurs qui font pas appel s'ils estiment qu'il y a des sanctions qui sont appropriées. Jimmy Smith n'a pas fait appel parce qu'il est déjà blessé. Ouais, non mais Belichick lui-même est venu s'excuser auprès du coaching staff des Bills. À un moment donné, il n'est pas très à l'aise avec cette idée-là. Belichick, il va pas lui dire. Donc peut-être que sportivement, il y a des intérêts, le déplacement à Pittsburgh notamment, mais à un moment donné, je veux dire, t'assumes ta connerie aussi et tu fais pas appel. Bon, allez, 8e victoire de suite, 15 saisons de suite à plus de 10 victoires. On parlait de 17, je crois, saisons de suite avec un bilan positif. Là, c'est 15 de suite avec plus de 10 victoires, ce qui est quand même délirant aussi. 15 de suite, putain. Et là, on parle de 10 victoires, donc c'est quand même très très haut. Et 8e match de suite où ils prennent moins de 20 points. Si je dis pas de bêtises. Donc très très fort aussi. Et on parlait du niveau de la défense qui était en augmentation. Ils arrivent quand même à sortir un nouveau no-name qui sort de la practice squad des Bills en plus, tant qu'à faire. Et Eric Lee qui a été absolument partout sur ce match-là, qui fait une interception. Il y a peut-être un fumble provoqué. Matt Patricia, il est haut dans l'élection officieuse de l'assistant coach de l'année, enfin du coordinateur de l'année. Je sais pas. Moi, j'ai du mal encore à évaluer. C'est vraiment Patricia qui a la main sur cette défense. C'est vrai. Bon, en tout cas, ils font un sacré taf avec ce qu'ils ont. Oui, non, bien. Allez, on va accélérer un petit peu sur les derniers. Jaguars, 30 calls, deals, 4 sacs, victoire facile pour les Jags. Bon Blake Bortles à 26 sur 35, 309 yards, j'arrive même pas à le dire tellement c'est surréaliste, 2 touchdowns. Là, c'était du complet, quoi. Je sais même pas quoi dire. En face, Frank Gore devient le 5e coureur de l'histoire sur les yards gagnés devant Ladanian Tomlinson et Jérôme Bettis, le pauvre. Parce qu'il a été que dans des équipes. J'ai envie de dire, restons là-dessus sur les Colts. Parce que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est torturé. On s'attendait à ce que l'attaque d'Indianapolis soit bien contenue par cette défense et ça a clairement été le cas. Allez, en parlant de légendes malheureuses, Cardinals 16, Rams 32. Larry Fitzgerald, 3e joueur de l'histoire à 1200 réceptions, déjà 82 cette saison. Il est inusable. Et lui non plus ne va pas gagner de titre comme Frank Gore. Parce que là, ils ont pris 6 sacs, les Cardinals. La défense des Rams monte en puissance. Et l'attaque a été moins flamboyante d'ailleurs, 303 yards, 3 sur 11 sur les 3e tentatives. Ça prouve qu'ils peuvent gagner des matchs autrement. Ils sont pas seulement dans la défense, dans l'attaque. 30 points, quoi, tu vois, c'est ça qui est toujours récurrent avec eux, c'est qu'ils mettent toujours une valise. Et tu le dis, l'attaque devient forte, la défense devient forte, et là ils vont commencer à faire peur dans les playoffs. Concernant ce que tu disais, il y a peut-être un point aussi que j'aimerais bien évoquer sur les Rams, c'est le niveau de leur équipe spéciale. Oui, j'ai la sensation que c'est pas le premier match où en l'occurrence les special teams et leur coordinateur John Fassel fait un bon boulot. Et là en l'occurrence il y a le retour de Pharoah Cooper notamment qui facilite le touchdown de Sammy Watkins. Il y a le field goal bloqué, il y a beaucoup d'actions positives qui permettent aux Rams de garder un certain momentum. Même au moment où Arizona commençait à revenir, ça leur a permis de se détacher un petit peu et de réussir à faire la différence. Packers 26, Buccaneers 20 après prolongation. Victoire en prolongation donc avec une bonne dose de jeu au sol pour Green Bay. 84 yards pour Brent Hundley à la passe. Mais il reste en vie dans la course au playoff. Course de 20 yards, c'est comment il s'appelle? J'ai un trou sur le nom. Aaron Jones. Aaron Jones, voilà. Une seule course, 20 yards, touchdown, victoire. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Et donc Williams qui a été très bon pendant le reste du match pour porter l'attaque. Ils ont un bon duo de coureurs, mine de rien, pour les années à venir. Pourquoi il fallait qu'Aaron Rodgers soit pas là pour qu'ils comprennent qu'ils avaient besoin d'un jeu au sol? Ça me... Il le sera peut-être dans 2 semaines. Alors, je parie qu'à ce moment-là, McCarthy va appeler 50 passes et ça va être par contre, McCarthy, il est peut-être en train de sauver sa place, mine de rien, parce que... je pense qu'avec la blessure de Rodgers, il a été sauvé quoi qu'il arrive. J'en suis pas... Si vraiment tu voyais une énorme différence entre le niveau des Packers avec Rodgers et sans Rodgers, alors je dis pas que le niveau change pas, mais il arrive quand même à gagner des matchs qui n'étaient pas gagnés d'avance non plus et à rester dans la course au playoff en attendant le retour de Rodgers, ça peut jouer pour lui. J'ai fait mon deuil de la bouteille de champagne que je gardais pour le licenciement de Mike McCarthy. J'en suis navré parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de fans des Packers qui aimeraient qu'il parte, mais je pense que ça risque de le sauver pour cette saison. Ça viendra quand Aaron Rodgers sera cramé et qu'il pourra plus gagner. Le jour où il n'y aura plus Rodgers, ils se rendront compte. Irrégularité terrible des Buccaneers à l'image de Jameis Winston avec ce fumble magnifique qui nous a rappelé les meilleures heures de sa carrière à Florida State. Tu penses à ce fumble contre Oregon, là oui, il le lance en arrière. Là, t'as vu,
hop, petite C'est shovel pass pour le défenseur, Exactement. qui a pu filer Et tranquillement dans la end zone. Voilà. Et ça coûte pas du tout cher sur un match qui joue en Bah prolongation. non, à 6 points près. Mais j'étais pas mal. Cowboys 38, Redskins 14. C'était le match du jeudi. Ils ont retrouvé leur jeu au sol. Les Cowboys, les Redskins sont décimés. On en a parlé un petit peu dans le fauteuil, donc on va peut-être pas s'éterniser. Dallas reste en vie pour les playoffs. C'est quand même l'enseignement de ce match. Et Kirk Cousins commence à vraiment plus avoir assez de monde autour de lui pour s'en sortir. Titans 24, Texans 13. Les Titans ont gagné avec leur jeu au sol. Mais c'est Il était beau celui-là. tellement pas convaincant. Ils ont pris 365 yards de Tom Savage, voilà, ce qui dit à peu près quand même tout ce qu'il faut savoir sur cette équipe à mon avis. Une observation sur ce match qui était passionnant C'est incroyable de gagner autant de yards et de marquer seulement 13 points de la part des Texans. aussi. Bon, est-ce que c'est si étonnant que ça? C'est Non, mais c'est l'ironie, hein, je veux dire. c'est incroyable d'être non. aussi médiocre et Bah, d'être ouais, quasiment je comprends. d'être qualifiable pour les playoffs Ouais, aussi c'est- pour les Titans. Ouais, voilà. c'est surtout ça. Il y a un C'est gros 8-4 quand même. un gros retard à l'allumage pour Tennessee. Alors on est encore loin sur l'échelle des Lions, mais ils mettent pas mal de temps à démarrer. Et heureusement, il y a un assez bon Derrick Henry, notamment sur cette partie-là, qui leur permet de, Mais je de faire pense la que différence. il y a une époque où on disait souvent, tu sais, pour les équipes qui perdent, on disait ouais, mais cette équipe ne vaut pas 5 victoires, cette défaite. Ah bah là, c'est la meilleure c'est la équipe meilleure à 5 équipe victoires, à cette 8-4, défaite de l'histoire. Là, il y a 2-8-4, les Panthers et les Titans qui se tirent la bourre quand même pour Bon, je le mettrais titre. quand même les Panthers, Les Panthers un peu sont au-dessus. meilleurs, Oui, voilà. mais c'est pas des équipes vous plaît, fabuleuses pour leur bilan quand même. Non, les Panthers ne méritent pas 8-4. Alors que mais les Chargers, Titans, quand même, ouais. c'est la meilleure équipe à 6-6. C'est Ah ouais. vrai. Ah c'est bah vrai. les Chargers, ça a L'an toujours de- été la meilleure équipe l'an dernier, avec le bilan C'est négatif. ça. hein. L'an dernier, c'était la meilleure équipe à 2-12. À 0, Ouais, c'est ça. Les Bears 14, 49ers 15. Première titularisation, première victoire. Est-ce que Jimmy Garoppolo est le sauveur? Pas sur, Ouais, je sais pas pas, sur ce mais, match. hein. C'était pas Waouh. beau. Ah, celui-là, il a piqué les yeux aussi. Ah hein. ouais. Alors, non, mais le match dans l'ensemble était vilain. Jimmy Garoppolo en lui-même, sur l'impression qu'il donne Non, non, au commandant de l'attaque, il est plutôt convaincant. Oui, globalement, ça a été quand même assez solide parce que même l'interception qu'il concède, c'est pas 100% de sa faute, c'est aussi un très bon boulot du DB, on va dire, dans le trafic, qui arrive à arracher le ballon. Globalement, il y a une bonne sortie de Garoppolo, il manque peut-être le réalisme derrière, pas de touchdown. Bon, il n'a pas des cibles fabuleuses, il n'a pas une ligne extraordinaire non plus, ça, on ne le découvre pas aujourd'hui à San Francisco. Il est à mais ça reste 26 sur correct. 37 pour 293 yards et une interception. Ouais, Tu l'as ouais. dit qui n'est pas forcément de sa faute. Moi, je trouve ça plutôt. Oui, il a fait survivre son équipe dans ce match. Et puis, quel beau gosse, il faut dire. Puis paradoxalement, C'est- il, Très floridien. Ça joue très beaucoup. californien. Ouais, comme, ça joue beaucoup. C'est beau. paradoxalement, il complète moins que Mitch Trubisky, mais C'est Mitch vrai. Trubisky, C'est ça. en l'occurrence, Trubisky, il m'a a pas 12 impressionné, sur hein. 15 pour 102 yards et un touchdown. Ouais, Ouais. Mais c'est pareil, en fait, c'est un peu le problème des Bears, un peu comme les Chiefs. On sait que la force des Bears, c'est le jeu au sol, sauf que tout le monde le sait, du coup tout le monde les bloque et ils veulent quand même pas essayer autre chose. Bon, on termine avec Dolphins 35, Broncos 9. Je propose qu'on ne parle pas de ce match. Je propose qu'on passe au top et au flop. Si, moi je Ça pense me va. qu'on peut en parler. C'est vrai, interception, Bah, safety. Vance Joseph, erreur de casting. Les Broncos sont morts, les Dolphins Parce que survivent, mais ils sont plein non, de mais trous. le pire sur ce match-là, les Broncos prennent une volée et la défense est même pas catastrophique. Ah bah non, Parce ils qu'on a font vu ce des qu'ils matchs, peuvent. par exemple, à Ouais. Philadelphie où ils prenaient une danse, mais sur ce match-là, ils arrivent à prendre 2 safety. Je sais pas combien de fois ça arrive en NFL de prendre 2 safety dans le même match. Avec ce fumble ridicule d'Adrian McKenzie sur son retour de punt. Et l'attaque a encore été catastrophique. Donc, non, Après- je pense que Vance Joseph. Perdre des matchs, c'est une chose. Ils sont à 8 défaites de suite, je crois, les Broncos. Ouais. Mais à un moment donné, il y a aussi le contenu. Et là, ils sont vraiment ridicules au fur et à mesure de leur sortie. Donc là, je pense qu'au bout Après, d'un an, il faut arrêter les frais. Quoi. Après, il y a beaucoup de choses qui ont été ridicules dans ce match. hein. Certes, Oh, mais ça a envoyé des saucissons dans tous les sens. Il y a eu des En même temps, t'as Trevor Il Siemian n'y a contre pas de Jay deux Cutler. safety aussi? Bah si, c'est ce que je viens de Bah, dire. ouais, c'est Il y a ça, 2 ça ouvre le safety, match et avec un safety. il y a deux interceptions Et puis- de Xavier Howard, dont un pick six. Et puis le dernier, il est gratiné, hein, avec le mec qui court 5 ou 10 yards en arrière pour Ouais, retourner dans la end zone tout à comme un fait. grand. Il a voulu faire comme Tariq Cohen. Bon, Ouais, bah, ça il a a pas, moins bien c'était pas réussi. exactement pareil. Purge totale ce match. On passe au top et au flop, Camille. Les tops et les flops, messieurs, je sens que ça va partir dans tous les sens aujourd'hui. Grégory, tu souris, je te laisse y aller. Alors les tops, puisque j'ai pas la chance de mettre beaucoup de joueurs des Falcons dans les tops cette année, j'en profite pour mettre Alex Mack, ce formidable acteur qui, en recevant un flag lancé par un arbitre, s'est écroulé de manière dramatique. Tu crois que c'est la surprise ou parce qu'on y a un. Je sais pas, oui, Est-ce il qu'il y a. l'a senti Ça J'ai vu un reste angle assez très lourd, flou de mais caméra, bon, ouais. de là à faire la chute, c'est vraiment le flopping carrément que je trouvais assez grossier. Mais il tombe
Après, il tombe voilà. vraiment entier parce que moi j'ai vu un angle de caméra où tu le vois qui bouge et tu as l'impression qu'il va tomber, mais j'ai pas vu s'il allait vraiment au sol Ah, moi, totalement. Tu vois. ouais, je sais Mais pas. il l'a senti vraiment. Bon, Genre, c'est- ça ils sont Après, lestés, ils sont hein, il me lestés semble, les hein. trucs, ouais, ils sont lestés. Hein. Ah Ouais, ouais. quand même. Mais il y avait eu une anecdote avec, je crois que c'était Orlando Brand à l'époque, le tackle des Brands, qui avait pris un flag À dans l'intérieur. l'œil droit. Ouais. Et il avait manqué la saison suivante, il avait même porté plainte contre la NFL et Oh, récupéré merde. des dédommagements. Magnifique. Est-ce que beau. t'en as un autre? Non, tu disais que t'en avais plusieurs. Non, Non, un c'est top les j'en ai flops. qu'un seul. Ah, un C'est top, les t'en as qu'un flops, seul. là j'en ai tout dit. Raoul, top. Moi, mon top, c'est la passe rugby de Russell Wilson pour Mike Davis. Je passe mon temps à répéter que. Je dis pas qu'en NFL, il faut le faire à chaque fois, mais il y a des moments où c'est tellement évident que, bien sûr, tu gagnerais un first down avec ça. Et là, Russell Wilson, il l'a bien fait. Et, C'est le je dis quarterback pas- le plus je dis pas que intelligent de ça la inf- ligue. Je dis pas que ça influence Ça, je l'ai toujours dit. mon retournement de veste qui n'en est pas vraiment un. Mais en l'occurrence, sur cette action, c'est genre en regardant, Quel j'ai retournement vraiment, de j'ai vraiment poussé un cri de surprise, genre waouh, mais trop bien, pourquoi personne ne le fait avant? Et bah, c'est bien fait et ça marche, donc bravo. Alors moi j'ai plusieurs tops. Donc j'ai un Marcus Peters qui a été évidemment très. J'ai hésité aussi. C'est C'est ton top Ah ouais, bah, un un génie. mec qui m'amuse comme ça, oui. Donc le type il fait une bêtise, donc il jette le flag en l'occurrence de l'arbitre Il le dans la ramasse, il le tribune. jette dans il le Le jette dans la mec tribune. est persuadé de lui-même qu'il est expulsé alors qu'il l'est pas. Il file au vestiaire, il revient sans chaussettes. C'était béni. Il manquait plus que la musique, mais on était bien. Et très 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 bonne remarque aussi. Qui enlève ses chaussettes en premier quoi? Je sais pas, ouais. Il Pourquoi avait les chaussettes d'abord? Il dégage peut-être une petite odeur Peut-être. des sudations pédestres. Deuxième top, parce que je l'aime bien aussi, le mec qui a jeté un sextoy sur la pelouse des Bills, parce qu'il faut lui rendre hommage. J'ai envie de dire que c'est Burné. Voilà. Et alors non, et d'autant plus que vrai truc, le mec qui a fait ça l'an dernier, il a été banni à vie du stade. J'ai Ouais. appris ça. Ouais, on en avait c'est- parlé. C'est du délire. Il y a des mecs qui se cognent la tronche toutes les 2 semaines. Il y a une vidéo de supporters qui s'alignent à coups de poing dans les tribunes. Et là, on t'apprend que lui, le mec qui a acheté un sextoy. Oui, Je oui. sais, on est aux États-Unis. Ouh là là, bite. Ouh. Mais quand même, quoi. Enfin, ça va, c'est rien. C'est un morceau de plastique. Donc ça, et le Silverdome, bien sûr. Respect, Silverdome. Les mecs ont mis des explosifs tout autour et t'as fait nope. Je bouge pas. Et ça, c'est respect. Ballsy. Et par contre, top aussi aux inconscients malades, parce qu'apparemment, il y a des mecs qui avaient pénétré sur le site la veille. Et c'est peut-être à cause de ça que les explosifs se sont pas déclenchés, parce que les gars ont expliqué que c'était peut-être un des intrus qui aurait accroché un des câbles et décroché en fait les charges. Comment tu peux être assez fou pour aller courir dans un stade blindé d'explosifs la veille de sa démolition? Je ne sais pas. Ça vaut un top pour c'est le prix Goodwin, non? Tu sais, les morts les plus cool. Non, Darwin c'est Award. Darwin Award. Ouais, ça en La aurait fait un sélection beau. naturelle. Ça en aurait fait un très très beau. Franchement, le mec qui déclenche les détonations à 4h du match. J'ai l'impression que Godwin t'était resté sur le sextoy lancé sur la pelouse. Bref. Les flops. Les Vas-y, flops, lâche-toi. il en a plein. Ouais, lâche-toi. Non, après, on en a évoqué beaucoup. Mon principal, c'est celui de Gronkowski, comme j'ai dit. Voilà, moi, c'est vraiment la faute en elle-même que je trouve. Parce que moi, ce qui m'agace le plus là-dedans, c'est que ces fautes bêtes, ces commotions provoquées de cette manière-là. Et Gronkowski sera peut-être un des joueurs dans 20 ans qui va dire: oh, la NFL, c'est des salauds, vous voyez les conditions dans lesquelles ils nous font jouer, nos cerveaux sont en danger, etc. etc. Donc, moi, c'est presque ça qui m'agace encore plus. Et encore une fois, le fait qu'il fasse appel, voilà. Moi, je milite encore une fois activement pour qu'il prenne 2 matchs de suspension juste pour ça. J'ai vu passer dans les commentaires, je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, mais qu'apparemment c'est le syndicat qui leur demande de faire appel systématiquement. Bah ouais, mais bon, les mecs ont un cerveau aussi, quoi. Bah, ouais. J'ai vu passer dans les commentaires aussi que la passe de Wilson, c'est vrai qu'elle n'était pas valable parce qu'elle était un peu vers l'avant. Mais c'est dans franchement, franchement, faut pas en rugby, il y a parfois c'est pas sifflé en avant. Alors là, si on foot US, c'est sifflé Ouais, en mais avant. Il y a des passes latérales comme ça sur Bah des oui, retours les de coups de latérales pied en fin qui de sont match, un c'est peu pareil, plus hein. flagrantes encore. Mais au rugby, personne ne comprend les règles et c'est très violent. C'est un mec qui commence du foot américain qui dit ça. C'est une blague. Bonjour à nos auditeurs fans de Je rugby. vais mettre de mauvaise foi. Ah bah ouais, la vache. Je comprends pas les règles de votre sport et en plus c'est très très violent. Ça, c'est ouais, bien joué. Non, par contre, flop, non, vas-y, si t'en as le d'autres. Bengal Steelers aussi. Parce Bah, que, c'est le mien. Ouais. ça m'a vraiment frustré parce que c'était un match qui était quand même d'une grosse intensité, notamment en deuxième mi-temps, au moment où les Steelers reviennent. Mais c'est tellement gâché par tout ça que ça Raoul devenait déprimant. C'est la même que Grégory, c'est-à-dire que le match Steelers-Bengals, au bout d'un moment, c'est fatigant parce que je comprends que ce soit une rivalité, je comprends qu'il y ait un peu de tension entre les équipes, mais qu'à chaque match, il y a toujours des histoires de mecs qui se tapent dessus, qui ça finit en blessure. Alors, heureusement, ou heureusement, je sais pas en tout cas, mais celle de Chazier, c'est pas un coup, très bien, on n'en parle pas, mais tous les autres, les mecs qui se rentrent la tête dedans, le casque en avant et tout.
Enfin, c'est ridicule parce que derrière on te dit ouais mais c'est la rivalité AFC Nord, c'est physique. Ouais mais non, mais c'est pas ça le football, et c'est ce que disait John Gruden justement sur ESPN, c'est que ça a pas sa place sur un Il y terrain avait de un peu foot. de temps entre deux promotions personnelles. Voilà, au fait. Mais non, mais ça a pas sa place sur un terrain de foot, c'est fatigant moi je trouve. Je suis sûr qu'il a fini sa phrase par d'ailleurs, si Marvin Lewis se fait virer à l'issue de ce match, vous savez qu'il y a des très bons coachs qui ont gagné un Super Bowl et qui sont disponibles à l'heure actuelle. Et je ne parle pas de Tony Dungy. Moi j'en avais deux. La première mi-temps des Lions, bon, j'en avais assez parlé. Et puis deux, c'est un flop coup de cœur. J'hésitais. Tous mes flops auraient pu être en top et inversement. Darrell Revis, mon chouchou de la semaine, avec sa simulation grandeur nature de jeu de football américain en défense, où il a vu des joueurs passer, il a fait ah, non, je l'ai pas. T'es sévère. Non, je l'ai pas non plus. T'es sévère. Non, un flop aussi que j'ai oublié, tiens, il me revient, j'en parlais tout à l'heure, le safety des Carolina Panthers, Colin Jones, qui sur une quatrième un petit peu foirée, il me semble, des Panthers. Il y a le punter de Carolina, Palardy, je crois, qui tente quand même de convertir la passe. Il y a un receveur des Panthers qui est prêt à recevoir le ballon, et le safety qui se met juste devant et hop, qui la dévie pour rendre la passe incomplète et pour permettre à New Orleans de partir en excellente position pour creuser l'écart et récupérer un peu de momentum. Donc, voilà. Je finirai juste sur mon flop Revis quand même pour dire que Andy Reid avait dit qu'il n'avait pas joué la deuxième mi-temps parce qu'il voulait lui faire reprendre en douceur. Pas du tout parce qu'il a été nul en première mi-temps. Et un gros top, mais comme d'habitude, que j'ai oublié, célébration des Steelers avec le tombé de catch. Ah oui, tombé de catch. Sur Livian Bell, je crois. Donc, alors, encore fabuleux. Messieurs, haute technologie dans cette émission. Je vais maintenant utiliser mon téléphone pour appeler un auditeur. Et regardez, hop, je fais petit bouton vert. Normal, un téléphone sur une émission sur Internet. C'est là que j'ai fait le mauvais numéro. et là, on est bien. Allô, bonjour, allô. Qu'est-ce que vous me voulez? Allô? Alors, est-ce qu'on a quelqu'un? Oui, Camille, c'est ton domaine. Normalement, on a quelqu'un ou pas? Est-ce que tu nous entends, Sébastien? Je vous entends et vous m'entendez? Ah oui. Alors, on précise à nos auditeurs qu'on a eu des petits soucis. On devait avoir Sébastien en vidéo, mais on a eu des petits soucis. Donc, on s'excuse aussi, Sébastien. On n'a pas réussi à avoir l'image. On est encore mauvais avec l'image. Visiblement, notre truc, c'est le son. Donc, Sébastien, tu nous as soutenus sur Tipeee et on t'en remercie énormément, évidemment. Et tu es avec nous pour ton top et ton flop. Sébastien, est-ce que tu peux te présenter quand même rapidement? Tu es supporter des Jets. Des Jets, j'ai 42 ans et j'habite à la campagne, ce qui fait que ma liaison internet est très mauvaise. Ah d'accord. Et on me voit en photo avec ma presque épouse au stade des Jets pour la victoire contre Buffalo, qui est cette année. Ah bah oui, vous pouvez voir sur la photo. Voilà, Camille a été hyper efficace, il a réussi à trouver une photo et à la mettre en ligne. Bon bah c'est parfait. Et bah écoute, on te remercie donc Sébastien on ton tip et on est revenu vers toi donc pour ton top et ton flop. Alors ton top de la semaine. Mon top de la semaine, je voulais le faire la semaine dernière, mais ça reste, alors ça va être un top flop forcément orienté, même si je rejoins pas mal d'entre vous. C'est Robbie Anderson. Parce que si on n'avait pas Robbie Anderson, je vous jure qu'on serait chié tous les dimanches à regarder les Jets. Parce que le coach offensif, il est minable. Et ce gars-là, quand j'ai vu Todd Bowles, qu'il a engueulé parce qu'il demandait juste à être pro bowler, alors que le mec arrive de nulle part. Donc pour moi, c'est vraiment mon top. Parce que si lui, on l'a pas, franchement, déjà que c'est chiant d'être fan des Jets, mais le dimanche, on préfère regarder 50 millions de degrés. C'était ce dimanche, je crois, ouais. Bon. Excuse-moi, Raoul me montrait quelque chose. Raoul me montrait quelque chose. Donc, Robbie Anderson pour ton top et en flop alors? En flop, je vais dire le supporter des Jets lambda. Je vais nous mettre une touche à nous-mêmes parce qu'on est hyper content d'avoir gagné dimanche et cette défaite, elle sert à que dalle. La défaite, en fait, vous voyez, je dis cette défaite. J'ai un lapsus. Oui, la victoire, ouais. La victoire, elle sert à rien du tout. On était sur la ligne, pour ceux qui ont vu le match, on était sur la ligne, il nous a fallu qu'ils aient des pénalités pour qu'on gagne. Ça nous fait juste reculer de 4 places dans la draft. Ça ne sert à rien du tout. Et en plus, derrière, on n'aura jamais les playoffs. Donc autant jusqu'à présent, on avait de l'espoir. Là, ça ne sert à rien. Et le pire, c'est qu'on voit partout sur les forums, waouh, super, l'année prochaine, on va re-signer Mako. On a re-signé Fitz, ça nous a coulé une saison. Stop, pour moi, il faudrait arrêter. J'étais vraiment en colère contre Todd Bowles. Je trouve que cette année, il fait du bon travail. Je trouve que franchement, voilà, la défense vient. Mais cette victoire ne sert à rien. Et les gens sont contents. Et il y a quelqu'un qui a fait un article. En fait, je pense que quand tu es fan des Jets, tu es content de la médiocrité.
je pense que c'est une culture qu'il faut totalement arrêter. Il faut qu'on arrête d'être médiocre, il faut qu'on ait envie de tenter des choses. Vrai, ça. Là, on est content. Donc cette année, on va finir à 6 victoires. Et je rejoins, vous l'aviez dit parfaitement en tout début de saison. Vous aviez dit, le pire qui peut arriver aux Jets, c'est qu'ils arrivent à se débrouiller plus ou moins bien, qu'ils fassent 5-6 victoires, qu'ils ne soient pas top 3 et qu'on fasse une saison de merde. Et c'est malheureusement ce qui va encore arriver. Bon, en tout cas, ils ont quand même plutôt trouvé un bon esprit dans le jeu et dans l'esprit avec Todd Bowles cette année. Donc, on peut peut-être espérer que s'ils arrivent à tomber sur un bon quarterback, ça progresse encore l'année prochaine. C'est ce qu'on peut J'ai vous déjà souhaiter. mon maillot de Baker Mayfield des Jets, moi. Je l'ai mis sur les forums. Voilà, pour moi, c'est lui. Je sais que Grégory n'est pas du tout d'accord avec ce choix, puisqu'il nous l'a mis 17e dans un Quel joueur, pardon, on n'a pas entendu? Baker Mayfield. Ah, Pour ouais, moi, c'est c'est le mec que j'ai envie. c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Greg, ils peuvent le récupérer à Positivement quel ou- niveau, Baker Mayfield, pour les gens qui ne connaissent pas? Je pense que c'est un milieu de premier tour. Donc là, D'accord. en l'occurrence, si les Jets gagnent, même si je sais que Sébastien Sébastien, ne ouais. sera pas totalement d'accord avec moi, au moins ça pourrait leur permettre d'être à peu près dans les bons spots pour récupérer en effet Mayfield. C'est juste que si tu fais référence à ma mock draft, c'est juste que je voyais les Jets dans le top 10, donc ça me paraissait un peu haut. Une position un peu plus intermédiaire, ils peuvent le récupérer. Et il faudra voir ce que fait le coordinateur offensif que tu chéris tant. Bon, on a ton choix en tout cas, du coup, Sébastien, pour le scénario. Donc, Baker Mayfield à la prochaine draft. Et donc, tourner la page Josh McCown, Ryan Fitzpatrick et tous ces quarterbacks-là, c'est vrai que ça ferait pas de mal, hein, en l'occurrence. McCown en backup. Non, McCown en backup. Moi, ça me dérange pas. Il fait un bon rôle. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Et puis, il y avait Robbie Anderson, du coup, qui a maintenant des belles années à vous Et donner. Jermaine Kearse aussi, dont t'as pas parlé, mais C'est vrai. les deux ensemble, ça fait le taf. Hein. Je suis quand même déçu que. Et Nounois qui était blessé, qui va revenir. Oui, c'est vrai. Je suis quand même déçu que tu crois pas en Christian Hackenberg. Ou en Bryce Petty. Bon, voilà, tu vois. Tu l'as fait fuir. Grégory est taquin. Pardon. Grégory est taquin. Bon, on te remercie beaucoup, Sébastien. Merci pour votre émission. Et puis voilà, je vous soutiens parce que c'est tout à fait normal de payer un contenu quand il est de qualité. Eh ben, merci merci, beaucoup, c'est ça, gentil. ça fait plaisir. Dans mon message. Eh ben, merci beaucoup, ça fait plaisir à entendre. Et je tiens à te dire, et c'est un hasard, mais je te jure que c'est vrai, ton t-shirt, parce qu'il y avait une compensation t-shirt, est parti aujourd'hui normalement. Donc tu ne devrais pas tarder à le recevoir. Oui, c'est un t-shirt Fitz. Ouais, c'est ça, super. avec la barbe de Fitzpatrick, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est cool. Il est parti aujourd'hui, j'ai eu la notif, normalement c'est bon, c'est en route. Super, merci beaucoup les gars. On te remercie beaucoup, Sébastien, à bientôt. Salut. Merci beaucoup à Sébastien, donc, et nous, on va passer aux questions. Camille, si tu as le jingle. Le casquette. Hop, et j'avais oublié de raccrocher mon téléphone. J'ai pas l'habitude, il faut pas avoir le téléphone en plateau. Allez, à votre bon cœur, monsieur, dame. les questions. Cher monsieur, si vous voulez bien vous Allez. servir. À votre bon cœur, monsieur. À votre bon cœur, monsieur. Non, Non, je l'ai pas. oui, mais non, bon, c'est pas grave. Pourquoi je fais ça, Allez, chanson française, question. T'en mais- as une, Greg? Grégory. T'as dit quoi? Oh. Chanson française? Ouais, Je sais pas, je celle-là, sais. elle doit être. Ah bon. Je vais essayer de l'écourter parce qu'elle est assez longue. Les Brands se dirigent encore une. Alors, question de Lap Nord. Les Brands se dirigent encore une fois vers le premier pic de la draft. Ils vont réussir à l'avoir combien de fois d'affilée et est-ce déjà arrivé dans l'histoire? Alors, c'est déjà arrivé. Les Brands, justement, on en parlait lors de la draft en avril dernier, en 99 et en 2000. Donc, Ah oui. en effet, ils peuvent le faire. Ça n'avait pas été très très concluant. C'est lors des arrivé années qu'une seule concernées. fois seulement? Je suis la pas même sûr que ce équipe soit que l'année arrivé une dernière seule fois, mais en tout cas, c'est le souvenir le plus récent qui me vient à l'esprit. Oh, ça me choquerait pas, moi, parce que malheureusement, il y a des équipes, après, je une sais fois pas, qu'elles sont peut-être dans la que spirale négative. Les Bucks de la grande époque ont peut-être dû le faire aussi. Oh, hein. oui, Il c'est y a eu possible. Bo Jackson qui est finalement pas venu, donc c'est possible que derrière, ils ont eu un premier choix. Et Un Testaverde ou un deuxième genre dans question, ce c'est profil-là. du coup, est-ce que ce serait bien dans tout ça? Non, est-ce qu'ils peuvent le faire? Ah oui, est-ce qu'ils peuvent? Mais Ah oui, oui, bah bah, là, là, avec c'est la bien deuxième parti, victoire hein. de San Francisco, Ouais, en voilà, plus, là, exactement. San Francisco ça se vient creuse un peu d'enterrer plus, son hein, choix je du pense que premier là, tour, son premier choix de la draft. déjà, s'ils gagnent un match cette saison, ça sera miraculeux. Oui, non, Et les en Brands, plus, ils ont c'est- perdu contre les Chargers, donc il n'y a même plus la possibilité de gagner Ah oui, contre c'est eux vrai que comme l'an c'était un dernier. peu, C'était les seuls qui les avaient sauvés de la défaite. Allez, Raoul, vas-y. Question de Brazuca, question mauvaise foi. Brissett et Garoppolo titulaires dans leur nouvelle franchise. Le système Patriots est-il une fabrique à joueurs talentueux? Non. Je répondrai. Réponse de mauvaise foi? Ouais. Non. Non, si, non, mais moi j'allais te répondre très simplement. Brian Hoyer, Ryan Mallett. Voilà, tu me donnes 2 noms, je t'en donne 2. Voilà, deux partout. Voilà. Oui, puis bon, jusqu'à preuve Non, du contraire, c'est vrai, enfin, Brissett, il fait un peu avec les ruines d'Indianapolis, mais bon, c'est pas non plus un QB élite. Et Garoppolo, on a vu qu'un match à San Francisco, donc Non, mais c'est c'est un bon des- joueur c'est dans le des- système non plus. Patriots. C'est vrai que par rapport au niveau des quarterbacks NFL actuels, c'est vrai qu'ils s'en sortent, mais c'est
presque cette année l'anomalie parce qu'ils n'en ont pas sorti beaucoup. Oui, puis tu prenais l'exemple d'Oyer et Mallet, il y a eu Cassel également qui a été un peu plus irrégulier, qui a fait une bonne saison à Kansas City, mais qui est un peu rentré dans le rang par la suite. Oui, donc, non, c'est pas non plus. Le pire, c'est les coachs qui sont sortis de l'arbre Belichick. C'est ça. Parce qu'il y avait eu quand même beaucoup d'échecs. Il y avait eu Romeo Crennel, il y avait eu McDaniels qui avait été une catastrophe à Denver. Il y avait eu Eric Mangini aux Jets qui a laissé un souvenir impérissable et aux Browns après. Il y avait l'arbre de coaching de Bill Belichick, c'était une catastrophe. Il n'y a que ambulante. Bill O'Brien à peu près qui a réussi à atteindre les playoffs avec son équipe. Bon, cette année, on va mesurer. Avec la pléiade de blessures, on peut lui laisser le bénéfice du doute, mais depuis qu'il est là, c'est quand même pas transcendant. Oui, maintenant qu'il est susceptible de retrouver un quarterback avec Deshaun Watson, encore une fois, on peut. Comment il s'appelle celui qui s'était planté à Notre-Dame aussi? Je pensais à lui, mais il n'a pas coaché en NFL, mais Charlie Weiss. Charlie Weiss, qui s'était planté à Notre-Dame aussi. Noé Tardin nous demande: salut à tous, merci pour le taf depuis de nombreuses saisons. Doit-on voir des signes inquiétants dans les comportements inhabituels des tauliers des Patriots face aux Bills avec le pétage de plomb du Gronk, surtout la prise de bec entre Brady et McDaniels qui était vraiment surprenante? On en a déjà parlé un petit peu, ça va passer. Brady l'a déjà fait contre McDaniels. On a déjà vu Brady survolter un petit peu sur le bord de touche. Non, en fait, cette question, c'était surtout le PS. Le vrai sosie de Raoul est l'acteur Owen Wilson. Je suis pas complètement d'accord. Surtout que là, il s'est coupé les cheveux cette semaine. Et puis t'as le nez trop droit. C'est ce que j'allais dire, faut qu'on lui pète le nez. Ouais, c'est pas nécessaire. Eh bien, ce sera ton gage. Ouais, non, ça va aller. Je vous remercie. Si tu perds les pronoms, on te colle un pain. Je reviens plus. On va faire de toi le sosie de Owen Wilson. Chouette alors. C'est à qui du coup? Oh mon Dieu. C'est à toi, Charles. C'est à moi, pardon. Allez, question de Rob Bears. Est-ce que les Bears doivent laisser encore un peu de temps à John Fox, l'expérimenter entre guillemets? Non. Ou est-il clair désormais qu'il a fait son temps et qu'il faut passer à autre chose? Oui, je pense qu'il faut passer à autre chose quand même. Allez. Voilà, Bears 91. Bonjour l'équipe TDA. Peut-on s'accorder à dire que derrière Belichick, Carroll est le meilleur coach NFL? Son bilan depuis qu'il est aussi haut, c'est incroyable. Et pourtant, il n'a jamais été élu coach of the year. Anomalie? Non mais je ne crois pas. Scandale? Moi, quand j'ai entendu des gens qui commençaient à se poser des questions sur Pete Carroll ces dernières semaines parce qu'ils avaient perdu 2 ou 3 matchs, je ne comprenais pas. On parlait du fait que pour être un bon head coach, il faut quand même savoir gérer beaucoup d'aspects de la vie d'un vestiaire, etc. Pete Carroll, il gère son vestiaire, il fait tourner les coordinateurs. Tu vois les bonhommes que tu as dans le vestiaire. Qui arrive à développer Russell Wilson. Non, mais il a ses failles, mais je veux dire, aujourd'hui, si tu vires Pete Carroll, tu mets qui à la place, quoi? C'est pas facile. Tu as pas non plus Josh McDaniels, quoi, ou, non. Donc, et après, oui, c'est un des meilleurs coachs de la NFL et il est tous les ans prétendant. Aujourd'hui, c'est le deuxième coach. Ouais. Si on regarde pas l'âge, c'est le coach qui semble, en effet, tu le disais, le mieux tenir un petit peu l'organisation. Et là, c'est pareil. Et on citait Marvin Lewis tout à l'heure, qui a des gros caractères à Cincinnati et qui n'est pas capable de les contenir suffisamment. Pete Carroll, c'est pas toujours évident ces derniers temps, mais globalement, ça tient. C'est assez. Je pense que si tu mettais Marvin Lewis à Seattle, par exemple, ça explose. Ce serait un boxon sans nom, quoi. C'est ça. C'est à toi, Raoul? C'est à toi. Question de Pierre Squarneck qui nous demande: salut les gars, désolé, je sors un peu de l'actu, mais je suis la NFL depuis 2 ans et je suis toujours partagé entre les Packers, les 49ers et un peu les Eagles. Que conseilleriez-vous aux gens qui aiment ces équipes avec une belle histoire palmarès, le jeu de passe et les villes cool attrayantes pour les franchises? Comment avez-vous choisi votre franchise favorite? Dois-je désormais supporter les London Marmite puisque c'est l'équipe qui possède mon QB favori de plus de 30 ans, je vous rassure? Si c'est Rodgers, il vaut mieux suivre les Packers. Alors les London Marmite, ça me paraît être un bon choix. Et il y a beaucoup de gens qui nous demandent des produits dérivés, des t-shirts et tout. Donc il va falloir commencer à y penser. On a mis Romain sur le dossier. Et je sens que ça va mieux se vendre que les t-shirts TD Actu, les trucs d'une équipe fictive. Ce serait gênant. Après, quelle équipe? Alors, que conseillerez-vous aux gens qui aiment ces équipes avec une belle? Il parle d'Aaron Rodgers. Moi, c'est vrai que Green Bay, je vous le dis honnêtement, si j'étais pas allé vers Atlanta, je pense que je me serais posé la question pour Green Bay. Autour de cette équipe. Il y a un palmarès assez intéressant. C'est sans doute pas, euphémisme, la ville la plus glamour de NFL, mais en tout cas, il y a vraiment un engouement de la ville pour les Packers. Il faut voir avec le Lambeau Field, justement, les matchs un petit peu l'hiver, pendant les playoffs, tout ça. Il y a aussi un cadre assez particulier dans ce genre de match-là. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est la seule franchise, si je ne me trompe pas, qui est dirigée par, dont les propriétaires sont les abonnés. Les abonnés. C'est aussi un système comme ça qui sort un petit peu du lot et qui, je trouve, fait quand même pas mal de bien. Pour modérer leur pouvoir de décision est quand même... Oui, non, mais voilà, ne serait-ce que pour la symbolique. Et puis en plus, je te rappelle que leur symbole, justement, c'est le fromage.
C'est quand même une équipe Ah, qui mais moi, devrait être, moi je découvre la NFL dans les fins des années 90, début 2000. Il y a Brett Favre, enfin il y a un truc aussi, tu vois, qui se joue avec cette équipe-là. Donc moi je suis d'accord. Il y a un petit truc aussi. Pour Après, cette équipe Ville de l'amour, de San Green Bay. Francisco. Ville de l'amour, t'as dit quoi? Ville de l'amour, San Ville de l'amour, Francisco. j'avais compris Ville de l'amour, oui. Philadelphie, non, mais Philadelphie, ça. oui, Philadelphie, c'est la ville de l'amour L'amour fraternel. fraternel. Non, mais oui, Ça San existe. Francisco, c'est glamour, c'est une grande franchise. Ils ont quand même Kel Shanahan et Jimmy Garoppolo maintenant. Mais non, mais vous rigolez. D'accord. C'est Ouais, jeune et c'est. Et ils ont eu C'est Jim jeune et Harbaugh. beau. C'est- Et voilà, voilà. et ils ont eu Jim Harbaugh. Ah ouais, alors là, évidemment. du coup. Et les Eagles, c'est bien aussi. Les Eagles, c'est le bon Bah, moment c'est de s'y mettre. Philadelphie. Moi, j'ai découvert avec McNabb aussi. J'aimais bien Philadelphie d'ailleurs. Ça aurait pu être une des équipes sur. Alors, petit bémol sur Philadelphie, sur l'histoire et le palmarès. Oui. Ouais, mais justement, moi je dirais, il faut pas forcément suivre une équipe pour le palmarès, je trouve ça pas forcément très fun. Ouais, non, mais ouais. Suivre une équipe justement qui va peut-être gagner son premier titre. Globalement, on va pas se mentir, les Eagles, dans l'histoire, ils n'ont pas souvent fait rêver les fans. Leurs fans, en l'occurrence, on Ouais, s'en rappelle plus pour ils jouent leurs 5 incartades avec les Cowboys Non, dans le milieu d'accord, des années mais 80, ils jouent la 5 période Buddy Ryan, mais en dehors de ça, ils c'est jouent- quand même. Ils jouent 5 finales de conf et un Super Bowl avec McNabb quand même. Oui, mais bon, est-ce Pas mal que- quand même. Début des années 2000, si oui. tu les découvres à ce moment-là, Oui, c'est sûr. c'est plutôt pas. Mais pas immonde. historiquement, encore une fois, ça reste très limité par Bien rapport sûr. aux deux franchises qu'on a Ils ont- évoquées. Ils ont des. C'est mon seul propos là-dessus. Après, moi, ce que je conseillerais quand vous découvrez, c'est que vous en foutez, vous n'êtes pas obligé de choisir une Oui, c'est une équipe. question quoi. de feeling. Si après, vous avez hein. envie d'en aimer Oui, plusieurs, voilà. ou C'est au vrai. début d'une saison, il y en a une dont le jeu vous plaît, Voilà. au bout d'un moment, Regardez le premier de conférence. vous Vous êtes... Ah, je suis un Ben Wagner, je suis le LeBron James Mais- de la NFL. Mais alors attends, moi je dis ça, alors c'est vraiment une aparté parce qu'on est déjà très long aujourd'hui, mais quand j'ai vu des trucs passer, je regarde les commentaires des fois sur le site et quand je lis des trucs genre ouais, bande wagoneur, ils ont pris leur équipe quand t'as gagné, etc. Mais c'est quand même super dur quand tu découvres un sport de t'enthousiasmer. C'est comme si le Bah, mec tu vas aujourd'hui- pas supporter les derniers. Mais c'est ça, le mec, je vois pas un mec qui va regarder aujourd'hui les Browns en disant ah putain j'aime souffrir moi, allez, vas-y frappez-moi, je vais regarder les Browns, c'est mon équipe. Non mais tu vois c'est comme si je sais pas, en plus on est en France, on n'habite pas dans les villes etc. Donc bon il y a rien qui t'engage. Donc je trouve ça quand même assez logique. La plupart des gens en France le premier match qu'ils voient c'est le Super Bowl, donc ils choisissent une des deux équipes qui est au Super Bowl. Et puis En souvent, c'est général, les Patriots. voilà, donc, donc en bon. général c'est une équipe qui gagne. Donc moi j'ai pas de problème avec le côté ouais ils sont fans parce qu'ils ont découvert il y a pas longtemps. Bah J'ai oui, plus de problème avec le fait de chambrer avec arrogance quand t'es un Ben Wagner. oui là par Ça, contre c'est un autre sujet. Mais voilà. voilà. Bon, même côté Mais- fan NFL tout Mais court. je veux dire, et Marshall Faulk m'en est témoin, tu vois, par exemple. Mhm. C'est parce que je les découvre lui et Kurt Warner au début des années 2000 que. Voilà. Moi aussi, J'aime un le petit football penchant pour les américain. Rams également. Voilà, t'es obligé de. Et du coup, j'allais pas aller creuser en me disant qui a été dernier cette année, je vais regarder un match 2 parce que je me dis que ça pourrait être mon truc. Je vais être. Ils vont avoir le premier choix de la draft en Voilà. reconstruction. Donc voilà, bon. Voilà pour les questions. Allez, on va s'arrêter là-dessus, messieurs. On va dire un petit mot rapide du match du jeudi. Il oppose les Falcons et les Saints. C'est un très beau match de division. Les Falcons donc, ont calé contre les Vikings. Les Saints ont battu les Panthers. Est-ce qu'ils peuvent se reprendre contre ces Saints où la défense sera un petit peu en dessous, mais où il y a quand même beaucoup d'attaques? C'est pas sûr. Alors, on l'annonçait ce week-end de retour. Il l'était pas, en l'occurrence, Marshall Lattimore. Là, c'est pareil. Hein. Il devrait être opérationnel pour le match de jeudi, même si le délai est relativement court. C'est pas la prestation. C'est pas la prestation d'Atlanta contre la défense de Minnesota qui m'a particulièrement rassuré, même si, sans faire offense aux fans des Jets, aux fans des Saints, pardon, le niveau de la défense est un peu inférieur à celui de Minnesota. Oui. Maintenant, il va y avoir quand même pas mal de boulot, réussir à contenir notamment le pass rush des Saints. C'est ça. C'est ça que je pensais aussi. Et voilà, et j'en démords pas du côté d'Atlanta. Alors a priori, Desmond Trufant est de retour. On a vu que son absence contre Minnesota a été très préjudiciable. Oui, il est de retour. Ouais. Voilà, les côtes de CJ Goodwin s'en rappellent contre Adam Thielen. Donc oui, donc. Je pense que ça peut être un match assez explosif, comme on avait l'habitude d'en voir entre les Falcons et les Saints. On a quand même deux attaques assez explosives de chaque côté du ballon. Ça va être une bataille de turnover. J'en démords pas. New Orleans sait récupérer des ballons, mais c'est aussi en perdre. Et Atlanta, à l'inverse, gratte très très peu de ballons. Je crois que c'est la deuxième pire équipe en termes de turnover récupérés depuis le début de l'année. Donc ce sera une clé importante si Atlanta veut l'emporter contre un rival de division. Pronostic? Saints. Tu es obligé? Saints. En fait, t'es obligé. On le Allez, reprécisera jeudi, superstition, mais. Saints. Allez. Allez, un petit 2-minute warning en bref. 3 questions, messieurs. Joe Flacco a-t-il été drôle en imitant Jameis Winston qui mange une victoire? Comment il a fait? Ah, tu veux essayer? Non, je veux pas le faire, mais. Non, mais comment il plaçait ses doigts? Bref, c'était drôle ou pas?
Comme ça, Ah comme oui, comme West ça. Coast. Ah oui, pardon. Comme ça. Bon. C'était drôle ou pas L'idée est drôle en tout cas. J'ai pas vu la scène, mais. Il a fait son bon. conf de presse. Ouais, bon. Après, Joe Flacco, c'est pas le mec. C'est pas le plus fun fun de la ligue non auquel tu plus, penses. donc, Non, même pour rire, c'était gênant. Où jouera Eli Manning l'an prochain? Jaguars. Jaguars. Jaguars, ouais. Et Wade Phillips pense qu'Aaron Donald est le meilleur défenseur en NFL. Est-ce qu'il a raison? Il a pas pas loin. tort. Bah, je l'avais pris dans mon équipe des London Marmites. Il a pas tort. En deuxième joueur. Ah ouais, pareil. Aaron Ça me- Rodgers, 62 Je sais pas si défense. c'est le meilleur, mais Est-ce que mais c'est il pas est dans le meilleur il est dans la- defensive tackle de moins de 30 ans? Oh. On va peut-être arrêter avec les moins de 30 ans. Allez, c'est comme ça que se termine l'épisode 214 du podcast Jean Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end, les pronostics et dimanche pour le fauteuil. On vous rappelle que le Hard Rock Café parraine cette émission du mardi. Petit bandeau en bas. Soirée NFL ce dimanche à partir de 18h avec Raoul qui animera des choses à gagner avec un quiz. Il y aura des casquettes, casquettes et des t-shirts du Hard Rock et à manger. Et à manger. Tu fais pour gagner le un meilleur menu, ouais. déguisement de supporters. Donc mettez vos maillots, mettez vos t-shirts, mettez vos casquettes, mettez tout ce que vous avez. Plus il y en a, plus vous gagnez. Les uns sur les autres. Mettez tous vos maillots, comme notre Joey dans Friends, tu sais, quand ils mettent toutes les fringues de Chandler. Ah ouais. En plus, il fait froid, donc vous pouvez en ce moment. Donc, n'hésitez pas à nous aider sur Tipeee, comme l'a fait Sébastien, que vous avez entendu dans l'émission. Il y a des contreparties, notamment passage dans l'émission. Oui, c'est gênant, Flacco. Le prochain objectif, c'est le loyer. Pour nous suivre, touchdownactu.com, bien sûr, Twitter, @tdactu, @radiosa, @raoulvdg, @camille-saraben, @alain-mattei. On vous retrouve donc jeudi. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Camille va lancer le générique. Dis-moi quand j'entends les notes. Allez, voilà, on entend les premières notes. C'est parti pour le générique. On vous dit donc à jeudi. Merci pour cette émission. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vote.